Et il n'y en avait qu'une que j'avais demandé à mon coloriste, celui de Coin Coin, de faire en couleur. C'était la page où il est en cure avec fraîche. Donc c'est Nicolin en string qui est dans la piscine à bulles. Et je dis ça, il regarde ça, il va jamais accepter. Écoute, il a été mort de rire. Il a refermé, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Vous le savez, en ce moment, on parle BD du côté d'Angoulême et on va parler BD sur RTS avec notre personnalité BD de la région. Il s'appelle Dadou, vous le connaissez principalement pour sa BD Nicolin, mais vous le connaissez aussi pour ses chroniques sur Eurosport et dans Midi Libre. On le rejoint tout de suite pour en savoir plus sur lui, connaître son histoire. Rencontre avec Dadou juste ici à Ballaruc. Suivez-moi. Salut Dadou. Salut. Ça va bien? RTS. Ça va très bien, merci. Pourquoi on est ici? Pourquoi tu as choisi cet endroit pour nous recevoir aujourd'hui? C'est la question que je me posais. Alors, juste pour préciser, pour ceux qui nous regardent, on est à Ballaruc et on est dans un bar-restaurant qui s'appelle le Bédouga. Pourquoi tu as choisi cet endroit? Alors j'ai choisi cet endroit tout simplement parce que c'est l'endroit où d'abord j'ai travaillé ici en tant que serveur. Donc ça c'est la première des raisons. Ok. Moi je suis né à Montpellier et je me suis rapproché de mes origines sétoises en venant à Ballaruc et en servant dans ce bar pendant bien 7 ou 8 ans si je dis pas de bêtises. Et c'est là que j'ai ça a été un petit peu formateur pour moi pour plein de choses. Déjà pour la rencontre avec les gens. Je sortais d'études, je suis arrivé ici et j'ai commencé à être serveur et je me suis aperçu aussi de la pluralité de notre pays en fait, parce qu'ici à Ballaruc c'est des cures thermales, donc toute la France vient ici. Je sortais d'une vie étudiante à Montpellier où je rencontrais vraiment que un certain style de gens et d'âge. Et là, je me suis aperçu, j'ai commencé à découvrir les personnes âgées, les personnes moins âgées, des personnes qui viennent d'Alsace, d'autres qui viennent du Nord. Je connaissais pas encore l'accent ch'ti, je l'ai découvert à ce moment-là. Danny Boone, c'était pas sorti encore. De l'autre côté, j'ai découvert les Alsaciens qui parlent alsacien entre eux. J'ai découvert tout ça et ça m'a aidé énormément dans la création de personnages, d'histoires, de scénario et donc ça a été une première chose. Ensuite aussi c'est ici maintenant le bar de ma femme, donc c'est un plaisir aussi de venir ici parce qu'en Ballaruc je me sens un peu aussi en famille. Déjà avec les gens qui travaillent ici, mais en même temps aussi les gens qui vivent à Ballaruc, parce que Ballaruc m'a accueilli, ça a été un peu mon deuxième endroit après Montpellier, donc j'y passe de bons moments, je joue encore au foot à Ballaruc, donc ça c'est sympa, c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Et puis moi c'est la vue aussi de l'étang de Thau. L'étang de Thau c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Même quand il fait gris, qu'il y a du vent, que c'est pas très très joli au niveau des couleurs, l'étang de Thau est toujours aussi beau. Et moi j'ai pris des claques ici en découvrant l'étang de Thau le matin à 7h du mat, sans rien, même suivant les saisons, que ce soit l'hiver, l'été, c'est magnifique. Donc ça m'appelle toujours de venir ici. Bon après toutes les 2 minutes je peux sortir me lever et servir aussi parce que ça me manque aussi des fois. Ah ça te manque? Ouais. C'est vrai? C'est un truc qui me manque. Okay. Il m'arrive même la nuit des fois de me réveiller d'un coup et d'être en cauchemar, d'être serveur dans le jus avec trop de tables à servir, complètement débordé. Et t'as été serveur combien de temps? Moi j'ai passé mon bac en 99 à Montpellier à Joffre. Derrière je fais 3 ans de fac de lettres avec plus ou moins de réussite, c'est-à-dire beaucoup de rencontres mais peu de diplômes derrière parce que ce que je faisais m'intéressait pas trop, c'était des études d'art mais il y avait aucune pratique. Donc moi j'avais vraiment envie de dessiner parce que je m'étais un petit peu bridé pendant des années au lycée, au collège où tu suis quand même un cursus, et moi je dessinais, donc mes potes du collège ou de lycée qui étaient avec moi en classe et qui me voyaient et qui doivent me regarder ou qui m'écoutent se souviendront, je dessinais surtout pendant les cours, mais après l'enseignement du dessin j'en ai jamais eu. On va y revenir sur tout ça, tu vas m'en parler. Ouais, ça c'est une chose dont on va reparler tout à l'heure. T'as jamais pris de cours de dessin, ça c'est assez hallucinant. Jamais. Juste pour finir sur cet établissement, tu disais que tu dessinais un peu partout, tu dessinais ici. Je me le suis laissé dire par le directeur tout à l'heure avec qui on a parlé un peu. Il m'a dit que tu dessinais des clients, tu dessinais l'équipe. J'avais commencé à faire ça, en fait déjà je peux pas m'empêcher de dessiner depuis toujours. C'est-à-dire que dès que j'ai 2 minutes je dessine. Le premier dessin t'as quel âge dont tu te rappelles? Alors le premier dessin je m'en rappelle parce qu'il est assez marquant et c'est là que tu vas voir tout le cheminement après avec ma vie. En fait des fois je pense que les choses sont en soi et après ça ressort petit à petit au cours de la vie. Mon premier dessin, je suis en moyenne section à l'école du Lez à Montpellier, qui était avenue de la Pompignane. Et en fait, je fais un dessin où il y a plusieurs personnages sur un terrain de foot. Et il y a plusieurs ballons.
En fait, j'avais mis plusieurs ballons avec des traits derrière pour montrer le déplacement du ballon et la vitesse, etc., quoi. Donc il y avait comme une action. Et en fait, l'institutrice n'avait jamais vu ça. Elle l'a dit à ma mère, elle avait dit, moi ça fait des années que je suis instit et j'ai jamais vu un gamin dessiner avec des traits derrière, ce mouvement, etc. Excellent. Et en fait, elle l'a ressorti 10 ans après à ma mère, quand ma sœur a eu cette institutrice derrière moi, qui est plus jeune que moi, et elle lui a remontré le dessin, elle l'avait gardé encore. Et donc je regrette aussi cette dame de ne pas l'avoir revu, parce que... Et ce premier dessin était marquant pour moi, parce qu'en fait derrière, j'ai toujours dessiné des joueurs de foot, et puis en fait j'ai fait que continuer ce que j'avais commencé à 3 ans, quoi. Ou 4 ans, ou 5 ans, je sais pas quel âge on a en moyenne. C'est génial, parce que tout ce qui vient de se passer là, pour l'instant, on pourrait dire que c'est comme une sorte de teaser de tout ce qui va arriver dans cette émission. On va revenir en détail sur ton histoire, donc celle du dessinateur, celle aujourd'hui de l'homme de sport, parce qu'on parle souvent de toi quand t'associes au MHSC et au sport en général, parce que tu es aussi sur Eurosport. On va revenir sur tout ça. Juste avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais rapidement pour te présenter en tant qu'homme et en tant qu'artiste? Je vais dire qu'en tant qu'homme et artiste, c'est assez lié, parce que je pense être la même personne. Parce que je me suis jamais trop caché, je suis quand même assez naturel en général. L'homme, je vais dire, on va commencer par les défauts. Les défauts, je peux être... je suis souvent en retard. J'ai toujours un petit quart d'heure de battement, ça date depuis le collège, et j'arriverai jamais à faire le truc. Après, je peux être en retard, comme j'ai toujours dit, hein, et le directeur que tu disais tout à l'heure, de l'endroit là, j'avais souvent un quart d'heure de retard. Par contre, je peux rester 2 heures derrière, ça me dérange pas, hein. Okay. Donc on va dire un petit peu en retard, ça c'est dommage. Par période, des fois un petit peu impulsif, ça c'est mon côté du sud. C'est-à-dire qu'à des moments, l'injustice ou des choses que je porte pas, il va falloir que je gueule, et c'est pas parce que je gueule que je suis méchant. C'est une façon de parler, ou des fois je vais dire quelques gros mots, mais c'est affectif, hein, c'est pas méchant. Okay. Ça c'est mon côté montpelliérain. Et après, sinon je pense que je fais que les choses avec le cœur. Alors des fois c'est un mauvais côté. C'est un mauvais côté, parce que quand on me fait quelques crasses, quand il y a des choses qui vont pas comme je sens, là ça peut vraiment affecter psychologiquement et un peu physiquement. Donc ça c'est un atout, mais c'est aussi un défaut, je pense. Mais bon, je resterai pareil que je suis, donc je vais pas changer pour ça, hein. Et après, après je m'intéresse, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai un regret sûrement, c'est que j'aurai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que là je fais du dessin, je fais de la BD, mais je pourrais faire... moi j'aimerais écrire des films, j'aimerais faire du cinéma, j'aimerais faire plein de choses, quoi. J'ai plein de choses différentes, et même dans d'autres domaines que l'art que j'aimerais faire, mais bon, je pense que j'aurai jamais le temps. Donc ça peut être aussi un regret. Et puis après, non, voilà. Après j'aime bien être entouré, j'aime bien faire rire les autres, j'aime bien quand les autres sont heureux d'être avec moi, de se marrer, de tout ça j'aime beaucoup. Avant de parler de tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure, je voudrais qu'on parle juste d'un dessin. Tu fais des dessins pour nos confrères de Midi Libre. Tous les dimanches, c'est ça, il y a un dessin qui sort? Ouais, c'est ma première, en plus, ça a été les premiers à me faire confiance à Midi Libre 7, c'était en 2006. Ok. Et depuis, j'ai eu un dessin par semaine dans Midi Libre 7. J'en ai récupéré un. Ouais. C'est pas le dernier qui est sorti, mais c'est l'un des derniers, c'est celui-là. Ouais. Parce que bon, on est dans le rapport à l'actualité. T'as peur pour ta retraite, toi? Écoute, moi, je me suis engagé dans une voie qui est artistique. Donc je pars du principe que c'est une voie complètement à part, qu'on doit connaître les risques, que ça va apporter beaucoup de plaisir quotidien toute ma vie, que je suis libre, que je peux faire ce que je veux, je peux me lever si j'ai envie à 11h, mais je peux me coucher aussi à 3h et bosser jusqu'à 3h du mat ou 4h, je suis libre. Par contre, donc, comme c'est un truc à part, il faut pas non plus que je demande des choses qui sont d'avoir un certain confort. Ce confort-là, j'ai laissé tomber en prenant cette voie-là. Donc la retraite, moi j'espère juste une chose, c'est que la retraite, je pense que je vais me la faire moi-même. Parce qu'en plus, nous les dessinateurs, on n'est vraiment pas du tout défendus, hein. Alors le dessinateur de presse, que dalle, tout le monde s'en fout. Il n'y en a pas assez en plus en France pour intéresser quelqu'un. Et ensuite, les dessinateurs de bande dessinée aussi. Alors il y a quand même que des syndicats qui se battent dans le dessinateur de BD, mais le monde de la BD et la vie au quotidien des dessinateurs de BD, ceux qui font que ça. Moi j'ai la chance de faire plusieurs choses, donc je suis pas j'arrive à boucler mes fins de mois. Mais ceux qui font que du dessin de BD, ils s'en sortent pas. Et ça, il y en a énormément, et ça personne n'en parle, alors que la bande dessinée, c'est quand même un des fleurons de la culture française. Et le dessin d'actualité aussi. Donc tout ça, moi je me suis fixé, je me suis dit, bon, t'as choisi une voie un peu bancale.
J'ai 20 ans, là j'ai 38 ans, j'ai jusqu'à, on va dire, mes 65 ans pour, entre guillemets, essayer de faire fortune ou essayer de gagner assez d'argent pour le mettre de côté, et puis on verra. Après, moi je suis dessinateur, donc j'espère que ma santé me permettra de dessiner tout le temps, toute ma vie, jusqu'à la fin, parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais depuis que je suis né, donc je vois pas pourquoi je ferais pas ça jusqu'à ce que je meure. Mais c'est pas dit que t'es quand même droit à un bonus si tu dépasses l'âge pivot. Ah mais là, je crois qu'il y en a pas là. Non mais là laisse tomber l'âge pivot, laisse tomber. Non mais en tout cas, bon après je fais tout pour me faire ma retraite aussi, hein, parce que je paye quand même pas mal de taxes, dessinateur indépendant. Tu te fais un peu déchirer quand même, mais je prépare ma retraite comme ça, donc c'est ça, voilà. Nous on n'en parle jamais, on croit que la vie d'artiste c'est génial, mais oui c'est génial, mais d'un autre côté aussi c'est du travail quoi. Je vais te dire, en fait, pour être honnête, on parlait tout à l'heure que j'ai de ma situation de serveur. J'ai vraiment bossé en tant que serveur ici, parce que ici t'as vraiment des saisons, c'est saisonnier. Balaruc a la chance en plus d'être travaillé toute l'année grâce au cure. Je regardais pas les heures. J'ai vraiment bossé comme un chien, parce que en plus c'est physique, c'est très physique. Voilà, je regardais pas les heures. Et ben maintenant, une fois que je suis passé dessinateur, je pensais que c'était cool, puisque tout le monde disait que la vie d'artiste c'était cool, mais pas du tout. J'ai travaillé aussi encore plus quoi. En fait, donc, mais c'est du plaisir. C'est du plaisir, donc si ce plaisir il peut aller jusqu'au bout, moi j'irai jusqu'au bout. Si j'ai pas de retraite, j'aurai pas de retraite, tant pis, on fera. À moi d'essayer de m'assurer une certaine tranquillité de vie avant. Ah, puis on a le temps de voir. Hein. Juste pour revenir sur ce petit dessin, il y a aussi une autre originalité, c'est que tu te caricatures toi-même dedans. Ouais, c'est rare. Ouais, c'est rare. C'est pour ça que j'ai voulu parler aussi de ce dessin. Pourquoi tu te caricatures comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que là, alors dans celui-là, on parlait vachement de retraite cette semaine-là, si je dis pas de bêtises, parce que moi en fait je prends l'actualité qui est traitée dans Midi Libre toute la semaine, et je dois trouver un dessin que je dois envoyer le samedi avant 17h. Là celui-là je l'ai fait au dernier moment, je m'en souviens, c'est souvent le cas, parce que c'est là aussi que les idées sont les meilleures, je trouve. Donc c'est là, j'avais envie il parle de tout le monde, Édouard Philippe, Macron, etc. Il parle de tout le monde sauf des dessinateurs, donc d'un côté j'avais envie de parler des dessinateurs, j'avais pas envie de mettre quelqu'un d'autre que moi, parce que j'avais pas envie d'impliquer quelqu'un d'autre que moi là-dedans, et de faire un dessinateur le lendemain, au moins on voit direct que c'est moi, et puis voilà, et puis en fait c'est vrai que moi j'avais envie de se mettre cette but, bravo les dessinateurs de pas faire grève pour votre retraite. En fait non, on fait jamais grève les dessinateurs. Ouais. On fait jamais grève, on a rarement, on n'a pas des jours précis, on n'a pas nos dimanches, on n'a pas de vacances, on travaille tout le temps, par plaisir, hein, mais on travaille tout le temps quand même, donc et on ouvre rarement notre gueule, à part avec un peu des crayons, mais c'est toujours, voilà. Si un jour tous les dessinateurs se mettaient ensemble, peut-être le même jour, et feraient pas une grève des crayons, mais peut-être au contraire dessiner, ça c'est peut-être une idée. Si un jour on veut se faire entendre, c'est tous les jours bombarder tout le monde de dessins, peut-être pendant un certain temps. Là à ce moment-là, on aurait peut-être notre parole qui irait, mais là voilà. Donc voilà. Et puis en plus là en ce moment, Emmanuel Macron, il a pas trop de soutien, donc enfin en tout cas pas de soutien qui se font connaître, hein, parce que c'est souvent aussi ce que je reproche un peu avec les réseaux sociaux, c'est que maintenant il n'y a que les opposants qui parlent, alors que ce soit politique, que ce soit même dans les restaurants, hein. Ouais, bien sûr, vous regardez les trucs style TripAdvisor et tout ça, il n'y a que ceux qui sont pas contents qui donnent leur avis. Ceux qui sont contents, ils sont super, ils sont déjà rentrés chez eux, ils sont allés se balader, ils sont éclatés, ils reviendront, et c'est toujours en fait la voix de ceux qui sont pas contents. En plus, la plupart, ils n'ont jamais fait griller un steak. Ils vont dire que le steak qu'ils ont fait, il n'était pas très bon. D'autres vont reprocher des choses à certains hommes politiques, mais bon. Enfin bref, moi je suis pas trop là-dedans. Donc là, j'avais envie de montrer un Macron qui avait besoin un peu de soutien et qui va aller chercher même n'importe où. Alors que nous, on n'est pas du tout là. Dans ce cas-là, je suis pas du tout en soutien. Je suis dans mon truc, je dessine, j'essaye de survivre et de gagner ma vie, quoi. Bien vu en tout cas. Merci. On revient du coup un petit peu sur ton histoire. T'es né à Montpellier, licence d'art. T'en parlais, licence d'art plastique. Je l'ai pas eu, hein. Tu l'as pas eu? Bah non, j'ai pas eu. Ah ouais? Ah non, moi je l'ai pas eu, parce que... Non seulement t'étais pas con, enfin tu trouvais que ça servait pas à grand chose, mais en plus tu l'as pas eu. Mais ça m'a servi à rencontrer des gens qui est exceptionnel, des amis. Déjà, alors je vais te refaire vite la fac, je sors de Joffre, je vais à la fac de lettres. Je savais pas trop quoi faire, au début je voulais faire du cinéma, même si j'avais toujours dessiné. Et donc j'ai eu un bac L avant, hein. ES, économique et social, parce qu'en fait j'ai pris économique et social parce que j'étais vraiment nul en physique et en bio, et il y en avait plus à partir de la première. Donc en fait c'est pour ça que j'ai pris ça, hein, c'est pas par amour pour l'économie. Donc je me connais tout à fait là-dedans. Ah bah ouais, non mais c'était voilà. affreux. Après je regrette un peu, j'aurais peut-être dû prendre L avec le recul.
j'aurais été meilleur. Mais donc j'ai fait ça. Je fais art du spectacle parce que à la fac de lettres, j'ai fait 6 mois, je me suis arrêté. Je fais quelques petits boulots parce qu'il fallait bosser, que mes parents voulaient pas que je fasse rien. Je bosse et après à la rentrée d'après, je fais un DUG en art plastique. Et là vraiment j'ai fait pendant un an très sérieux, j'ai eu ma première année et j'ai rencontré des gens qui étaient un peu dans le même esprit que moi, c'était la première fois. Okay. La première fois je rencontrais des gens qui, mis à part un ou deux potes au collège que je salue, qui s'appelait Manu et que je salue, avec qui on faisait des bandes dessinées, mais sinon après vraiment quelqu'un qui voulait faire ce métier, etc. Et donc j'ai rencontré celui qui sera mon coloriste dans la BD Nicolin, qui s'appelle Judarc. Okay. Et là ensemble, lui il avait déjà un fanzine, il m'incorpore dans le fanzine, donc je commence à dessiner et à être lu par d'autres personnes que mes potes. Et c'est là qu'en fait ça a été un petit peu, ça a lancé mon envie de BD. J'ai vu que j'étais pas trop mauvais au vu des réactions des autres, que ça commençait à faire rire, et donc là j'ai commencé à créer des histoires vraiment et à dessiner. Donc ça m'a apporté ça à la fac de lettres. Après au niveau cours ça m'a apporté quelque chose. Je pense que par moment on est vu, là je me rends compte maintenant encore à mon âge et avec ma carrière, que des fois on est vu avec dédain par certaines personnes, ceux qui font de la BD d'humour, ceux qui font du dessin d'actualité, humoristique, bref, on n'est pas pris au sérieux par certains qui font de l'art contemporain, des trucs, voilà. Et là, moi je tombe dans un DUG où on t'apprend beaucoup d'art contemporain, d'art conceptuel, de trucs qui... je vais être un peu cash, mais j'ai l'impression que c'est des mecs qui savent pas... On me fait apprendre des gens qui ne savent pas dessiner et qui, pour se exprimer leur envie artistique ou quoi, font des choses complètement barrées. J'ai appris l'autre qui crachait sur les toiles, l'autre qui se masturbait sur les toiles, l'autre qui faisait... Putain, moi je voulais faire du dessin, je savais que j'avais de la capacité, j'avais envie d'apprendre des trucs de dessin, j'admirais beaucoup plus des gens comme ça que des gens... Et donc je me retrouve là-dedans. Donc c'est pour ça que je disais que ça m'a pas trop plu les cours. Alors il y a certaines choses peut-être que j'aurais dû un peu plus écouter, mais après j'ai rattrapé le temps en me faisant ma propre éducation. Et donc voilà, et donc je sors de ça et je fais 3 ans qui m'ont surtout permis à développer mon truc de BD, mais entre dessinateurs étudiants. Et c'est marrant parce que tu dis c'est à la fac qu'on t'a dit pour la première fois, tiens peut-être que tu peux aller plus loin avec le dessin, c'est-à-dire qu'avant ça, jamais tu avais eu l'idée. Alors moi avant ça déjà je pensais que tout le monde savait dessiner. Ça, je te promets. Ouais. Okay. Même si j'étais dans une classe, je pensais qu'avec un peu de travail, tout le monde pouvait y arriver. Et ben non. Et moi, en fait, j'apprenais tout seul en dessinant. Et même des fois, là, je regrette maintenant de ne pas m'être un peu plus perfectionné, en lisant peut-être des bouquins, en essayant. Bon, après, on n'avait pas accès aux vidéos comme maintenant. Mais avoir vu les autres grands dessinateurs, il a fallu que j'attende de l'âge de 20 ans ou 25 ans pour voir Gottlieb dessiner en direct ou Franquin. Okay. J'avais pas, moi, ça. Mais pourquoi tu as choisi de ne pas prendre de cours ? Je sais pas. Je sais pas parce qu'à un moment donné, je voyais pas ça aussi comme mon métier au début. Je me suis dit, moi j'avais des rêves, c'était un jour... alors je vais te dire, mes rêves, j'en avais 2. C'était de faire une bande dessinée un jour. Oui, parce que j'ai appris à lire sur des BD, que j'étais fou de la BD franco-belge et que j'ai toujours lu ça. Et après j'avais un autre petit rêve qui est arrivé avec un petit peu de temps, c'était de dessiner à la télévision comme faisait Chénès pendant les matchs de foot sur Canal+. Donc j'avais ça, c'est tout. Et à la rigueur faire un film un jour, écrit ou réalisé, parce que c'est parce que je suis un passionné de cinéma et j'aime ça aussi. Donc c'était tout. Donc après en fait je me suis pas rendu compte que j'avais un certain talent. Il a fallu que ce soit d'abord des potes au collège qui me le disent, que je m'aperçoive que quand je revenais, que j'étais en 3e, tous les soirs en fait j'avais créé le blog version papier, c'est-à-dire que tous les soirs je rentrais chez moi. Après avoir bâclé mes devoirs, je faisais une bande dessinée, une page de bande dessinée que le lendemain j'amenais à l'école, que je faisais tourner à toute la classe, et là il y avait la réaction. Alors c'était en fait le blog sans le blog. Et donc ça a été vraiment... là je me suis rendu compte que j'avais un petit potentiel comique à la rigueur et de dessin. Et après il a fallu que j'attende de rencontrer ma femme, m'a vachement encouragé. Parce qu'elle avait un œil peut-être vraiment particulier, et elle m'a dit mais attends, mais pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Et c'est là que j'ai recommencé à vraiment dessiner à partir de l'âge de 20 ans, 21 ans, à fond. Et quand tu dis que tu étais à fond dans les BD, et tu parles du cinéma d'ailleurs, on va y revenir aussi, mais c'était qui tes modèles en BD à l'époque et c'était qui tes modèles en cinéma du coup? C'est quoi le mec que tu kiffais? Moi en BD, la BD que je kiffais déjà en premier, moi la BD suprême c'est Les Idées Noires de Franquin. Ok. Pour l'humour noir, pour le dessin, pour le côté noir et blanc bien sûr. Idées Noires, quand j'ai lu ça adolescent, j'ai pris vraiment une grosse claque. Avant j'étais très Gaston.
Donc moi c'est Franquin, c'est Uderzo et Goscinny, c'était Gottlieb après, c'est en pleine adolescence à 14 ans j'ai pris dans la gueule les sales blagues de l'écho de Villemain et ça j'ai adoré. Ok. Ah vraiment, et Villemain aussi, Villemain qui me fait encore beaucoup rire. Donc tout ça c'était vraiment mes BD principales. J'étais pas science-fiction, j'étais pas... En fait je regrette un truc, c'est que autant en cinéma, alors je peux tout regarder, autant en BD, je peux pas tout lire. C'est quoi ton film culte, juste pour... Mon film culte, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Ok. Qui est un film culte, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. Alors tu vas te régaler. En plus, toi qui aimes toi qui en plus dois aimer la musique, il faut voir Phantom of the Paradise. Phantom of the Paradise, c'est un film de 1974 qui est réalisé donc par Brian De Palma. C'est son deuxième ou troisième film et ça reprend le mythe d'une part le mythe de Faust. Ok. Donc jeunesse éternelle en vendant son âme au diable et en même temps le mythe du fantôme de l'opéra. Okay. Tout ça dans une époque rock, donc en plein glam rock, etc. Et en fait, tu as un extrait, je sais pas si tu te souviens du clip de Bob Sinclair, Feel For You, où il est avec un masque et il fait passer un casting à plein de filles. En fait, c'est repris de Phantom of the Paradise, tout ça. Et en fait, Phantom of the Paradise a vachement influencé visuellement et un petit peu aussi musicalement, mais surtout visuellement, Daft Punk, Bob Sinclair, toute la French Touch. Donc c'est à voir. Donc ça, c'est mon film culte parce qu'il m'a marqué vraiment. Après, en film, je peux t'en citer des centaines, des milliers. J'en regarde tous les jours. Là, c'est... Et en ce moment, comme pendant une période, j'ai vachement bossé dans la BD. Je me suis refusé de faire des jeux vidéo, de jouer aux jeux vidéo. C'est pas ma passion, mais ça m'arrivait de temps en temps pour m'aérer la tête, de regarder des films. Et là, je suis en train de rattraper. C'est-à-dire que tous les soirs, j'essaye de regarder quelque chose. Ok. Donc là, j'ai fait. Là, par exemple, hier, j'ai regardé Le Traître, un film italien qui est exceptionnel. Ok. Que je ne film connais de pas. mafia exceptionnel. Franchement. Ok. Voilà. Et 2 jours avant, j'ai regardé un documentaire sur Clapton. Et 3 jours avant, j'ai regardé un film ouf. En plus, moi, j'ai le vertige, c'est horrible. Un documentaire sur un mec qui a grimpé El Capitan, une montagne sans corde, sans rien, qui s'appelle Free Solo et qui a eu un Oscar du meilleur documentaire, un truc de dingue. Okay. À voir. Voilà, je regarde tout. Ouais, et par contre, en BD, je reste très humour, très. Ouais, jamais inspiré par tout ce qui est Star Wars ou les BD un peu science-fiction. Ah bah alors Star Wars, les Marvel ou les Star Wars cinéma. Ouais. Et non, Marvel, quand j'étais petit, ouais. Quand j'étais petit, j'étais vachement super-héros. C'est les premières aussi choses, le foot et les super-héros que je dessinais. Mais avec le temps, par contre, au cinéma, je suis incapable de regarder un Marvel. D'accord. Et ça me saoule. J'arrive pas. Autant, ouais, je fais un peu mon Martin Scorsese là, mais je peux pas. Autant si je peux voir les Batman, c'est parce que j'adore. Joker, n'en parlons pas. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et c'était exceptionnel. Un quart d'heure à Montpellier. Pendant un quart d'heure, les gens ils ont applaudi à la fin. C'était énorme. Et donc oui, mais tout ce qui est Marvel comics, je regarde pas. On reprend un peu le fil de ton histoire. Ah bah justement, quand tu quittes la fac et que tu dis bon bah cette fois-ci, je veux vraiment me lancer professionnellement dans le dessin. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? La première démarche qu'on fait, c'est quoi? Mais déjà, la première des choses, c'est qu'il faut annoncer à ses parents qu'on va arrêter ses études. Dur? Bah dur, moi je croyais en moi. Moi je pense que ma mère croyait aussi en moi. Mon père oui aussi, mais mon père il a été un petit peu freiné parce que j'ai un oncle qui est comédien depuis très longtemps, qui a toujours connu dans la région, il s'appelle Gilles Bionomo. C'est vraiment comédien de théâtre. Avec quelques petites apparitions au cinéma, mais très théâtre. Et en fait, la vie d'artiste, c'est compliqué. Et mon père est très cadré. Mon père travaille dans un bureau, il est assureur. Donc c'est une vie quand même assez, entre guillemets, dangereuse. Et même si je pense que mon oncle a toujours vécu de son métier, ce qui est une chance, parce qu'aussi il est doué. C'est toujours aussi une montagne russe ce métier-là, et la BD c'est pareil. Donc ça faisait sûrement un peu peur. Donc il me poussait pas trop non plus dans cette voie-là. Donc moi je l'ai prise cette voie-là, j'ai décidé, j'ai toujours été comme je travaillais, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pendant la fac de lettres, je travaillais comme serveur la nuit. Je travaillais, parce que pour gagner un peu ma vie aussi. Tard, donc je me doutais que c'était pas ici. Enfin, je me doute que t'étais en boîte ou t'étais. Non, en fait, moi je faisais la fac la journée et après le soir à partir de 21h, je travaillais au Point Zéro qui était un bar musical à Montpellier, qui est du Verdanson, et je travaillais de 21h jusqu'à 1h du matin. D'accord, ok. Donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. 2-3 ans, et mes 2 ans puisque pendant la fac et voilà, donc ce qui m'a aidé aussi après.
qui me fait pas peur maintenant quand je travaille la nuit. Ah, ok, t'es plus inspiré la nuit? Complètement. Déjà Ok. la nuit, je suis pas dérangé. Personne m'appelle, personne m'envoie de mail, personne me dérange. Donc ça c'est génial. Donc voilà, je travaille beaucoup la nuit. Une de tes premières expériences professionnelles que j'ai trouvée, et je la connais pas, donc tu peux peut-être m'en parler, c'est le fanzine Coin Coin. C'était quoi exactement? Donc voilà, donc là je suis à la fac. Et à la fac, on décide de faire ce fanzine-là, de le continuer, parce qu'il avait déjà été lancé. Et là, donc, il fallait on essayait de s'en sortir un par mois, ou un tous les 2 mois. Et je devais sortir à peu près une dizaine ou une quinzaine de pages de BD, plus des dessins. Et c'est là que j'ai commencé à dessiner sur plein de sujets différents. Et ça faisait marrer. Et après on se faisait des réunions dans le studio dans l'appart d'un pote, celui rédac chef. Derrière on allait les vendre à la fac de lettres, on les vendait en festival. Et ça a été l'occasion de mettre un premier pas dans les festivals BD que je fréquentais jamais. Donc de voir déjà des gens dédicacés en live, parce que la seule personne que j'avais vu dessiner, c'était quand j'étais allé demander un autographe et une dédicace à Villemain à la Fnac quand j'avais 15 ans. Mais sinon j'avais jamais vu de dessinateur en direct. Donc là ça a été l'occasion de se faire connaître, l'occasion de discuter, l'occasion aussi après avec le temps de voir aussi ce qu'était le métier de dessinateur de BD. Parce que moi je croyais que dessinateur de BD c'était tu faisais une BD, ça y est quoi, t'étais Michael Jackson quoi. Et que pas du tout. Donc là j'ai aussi appris ce que c'était aussi l'autre côté du dessinateur de BD. C'est quoi l'autre côté? Il y en a plein. Il y a le côté solitaire, ça c'est le pire. En fait, le côté solitaire, on s'en rend pas compte, mais c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que tu es tout le temps tout seul. Bah, tu es tout le temps tout seul quand tu es dessinateur. Alors moi, en plus, je fais mes scénarios. Donc, autant quand tu travailles en binôme, tu peux à la rigueur des fois voir ton scénariste, ou alors même si tu es pas tout le temps ensemble, il y a de la connexion. Là non, là tu es toujours tout seul. Donc, c'est-à-dire que tu passes, je sais pas moi, tu vas passer quand tu fais ta bande dessinée, tu es tout le temps tout seul. Donc ça aussi, moi je suis un mec de bande en fait. Moi j'aime bien être dans une bande. Donc c'est pour ça que j'ai envie des fois aussi paradoxal. Hein? Paradoxal. Complètement paradoxal. C'est-à-dire que là par exemple, on y reviendra tout à l'heure, mais quand maintenant je me balade avec Eurosport et que je suis avec une bande, ça c'est cool. Ça fait du bien. Ou alors quand je sais qu'on s'est croisé au Festival Animal de Rémi Gaillard, quand, par exemple le Festival Animal, on est plusieurs dessinateurs que j'ai sélectionnés autour de moi et on se fait une soirée où on dessine à 5-6 pendant toute une soirée et ça c'est génial. Et je m'aperçois que si on était des fois de temps en temps en équipe, vraiment, on ferait des choses extraordinaires. Donc ça me manque. Moi j'aime bien, puis je joue au foot, je joue pas au tennis, je joue au foot. Donc je suis un mec d'équipe quoi. J'aime bien être dans une équipe. Donc ça manque. Après le mauvais côté, le côté aussi c'est que c'est difficile d'en vivre, c'est que il faut vendre beaucoup de BD pour pouvoir en vivre si tu fais que ça. Et ça je le savais pas. Et donc j'ai appris en demandant. Moi j'ai toujours fait, j'ai toujours écouté d'abord. Peu importe le domaine, soit artistique ou professionnel, que ce soit n'importe quoi, ou de vie. Parce que ça aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'avoir travaillé dans la restauration, ça m'a permis d'écouter les vies des gens. Ça va du cuisinier qui a divorcé 3 fois, qui est machin, qui est un peu alcoolique, un peu jusqu'aux jeunes qui viennent d'arriver, qui a une vie pas facile, jusqu'à la nana qui vient de Bretagne et qui va arriver dans le sud. Tout ça, voilà, tous ces parcours de vie, je les ai écoutés. Et le client qui s'éternise et qui parle un peu. Le client s'éternise, le mec qui va péter les plombs. Donc ça, c'est vachement intéressant. Moi, j'aime l'être humain comme ça. Quand l'être humain il donne son avis sur Twitter, il me gonfle. Quand l'être humain il raconte sa vie et j'adore. T'as Twitter du coup? Ouais, je l'ai, mais j'ai uniquement pour mettre les dessins. Je fais un peu mon. Comment c'est pour. En fait, c'est un média. Si, Twitter c'est bien quand tu travailles pour Eurosport et que tu peux être lu et vu par des gens qui sont, par les journalistes, par des gens qui sont dans le métier, voilà. Je donne jamais mon avis. Voilà. Twitter c'est bien pour ça. Instagram c'est bien pour mettre des photos, pour mettre des stories où tu vis le moment sur l'instant et au moins les gens connaissent un petit peu ta vie. Là, depuis quelques temps je balance un peu ce que je fais sur Eurosport parce que je m'aperçois que ça fait des années, moi ça fait 8 ans que je suis Eurosport, il y a plein de gens qui savent pas ce que je fais quoi. Ben non. Ou ils se rendent pas compte, ils disent ouais c'est facile, il fait un dessin, c'est cool, machin. Non, ils voient au moins le direct, ils voient tout ça quoi. Et ça c'est bien parce que c'est une facette qu'on connaît pas de moi quoi et c'est principalement mon métier. Juste le nom Dadou, parce qu'en vrai tu t'appelles David. Ouais. Il vient d'où le nom Dadou? Il vient à la fac, tu l'as déjà ou ça vient après? Il vient, le nom de David, le nom de Dadou c'est très simple. Il vient de ma famille, il vient de quand j'étais petit, tout le monde m'appelait Dadou. Mes parents, mes cousins, la famille, c'était Dadou. D'accord. Et donc voilà. Après, personne m'a appelé Dadou du collège, lycée, aucun de mes amis. Et en fait quand j'ai travaillé au Point Zéro, je suis rentré au Point Zéro, j'avais 20 ans. Le 20.0 est tenu par mon cousin, c'est lui qui l'a monté et il l'a toujours. Et en fait, donc lui il a le réflexe de m'appeler Dadou. Et au moment de m'appeler Dadou,
tous les gens avec qui j'ai travaillé m'ont appelé Dadou, les clients m'appelaient Dadou. Ok. Donc pendant 3 ans, donc en fait, je suis resté. Et au moment où de signer avec Coin Coin, quand j'étais en bas de la page, j'ai dit, j'ai pas signé. T'as direct mon nom. signé Ouais, j'ai signé Dadou. En plus, ça faisait voilà, c'est un pseudo, comme tous les dessinateurs ont des pseudos. Ben, c'est Et ça. ça me reconnaît quoi. Donc j'ai bien aimé. Ok. Donc j'ai gardé. Et en fait, maintenant, je suis embêté parce que tout le monde m'appelle Dadou et plus personne m'appelle David. C'est Pas très grave. Non. Et quand on m'appelle David, donc ça fait bizarre. Dans quelques semaines, mine de rien, tu vas fêter les 10 ans de la sortie de ta première BD, à savoir La vie de Rocco. Et tu sais que je suis même pas rendu compte, ça fait 10 En ans. juillet prochain, ça fait 10 ans. Ouais, et Elle en est plus, sortie. ce qui est marrant, c'est que il y a un mec avec qui je travaille sur Eurosport qui a commandé le bouquin sur internet et qui me l'a ressorti. Donc je lui ai fait une dédicace. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une dédicace en plus salace comme ça. Parce qu'au Rocco, bon, on peut se lâcher. Et c'est marrant que tu me dis ça. Ouais, ça fait 10 ans. Putain, moi j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Quoi. Moi j'ai un problème avec le temps aussi. C'est que je vois pas le temps passer. C'est une horreur. Anniversaire en tout cas. Ben, merci. Et cette BD, comment alors est-ce que tu peux déjà, pour ceux qui la connaissent pas, la présenter rapidement et dans quel contexte Elle est arrivée avec le fanzine Coin Coin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un jour, j'ai commencé à déconner avec le personnage de Rocco parce que je m'aperçois que des fois, pour plaisanter, je faisais des comparaisons, en fait, des métaphores, des pseudo-métaphores qui parlaient un peu de sexe, mais qui étaient pour parler d'un autre sujet, quoi. Et ça faisait genre le philosophe en carton, quoi. Et en fait, je me suis dit, le philosophe un peu sexuel, un peu machin, mais pourquoi pas prendre Rocco? Donc j'ai décidé de prendre ce personnage-là. Voilà comment c'est venu. Ok. Et j'ai commencé à faire un gag qui m'a fait mourir de rire. Et donc ça c'est bon signe, parce que moi je suis mon premier public et en fait je vois les degrés de rigolade, ouais. Et en fait c'est souvent je me trompe rarement. Et là c'était vraiment marrant, on a commencé à le mettre dans le fanzine et c'est devenu un héros récurrent du fanzine. Donc j'avais de la matière et un jour par le biais d'un ami qui est diffuseur de BD, alors là pareil c'est les rencontres de vie ça, c'est un jour donc je travaillais ici au Beluga et le restaurant à côté il y a un mec qui vient avec une pile de BD manger. Et la grand-mère de ma femme qui était à travailler à côté, qui était la patronne, qui était une femme exceptionnelle, un personnage exceptionnel, qui va le voir et qui commence à parler avec lui. Pourquoi vous avez des BD, nani nana. Et en fait le mec, on est devenu amis, et il est diffuseur de BD. Alors diffuseur de BD, c'est je sais pas si tu sais, c'est le type qui en fait fait le lien entre la maison d'édition et le point de vente. Donc c'est lui qui va dans tous les points de vente pour essayer de vendre un maximum de BD. Voilà son métier. Que je connaissais pas par exemple. Ça c'était une facette, on s'en fout les dessinateurs de BD, au début tu penses pas à ça quand t'as 20 ans. Donc il commence à avoir des planches, il m'a donné son avis puisqu'il lit beaucoup de BD. Et de là un jour il a montré ce que je faisais à un éditeur qui m'a contacté et qui a voulu sortir une BD. D'accord. Alors voilà. Donc bon, c'est pas ce qui m'a rapporté le plus d'argent, ça c'est sûr, mais en tout cas c'était la première expérience quoi. Et moi je m'en foutais au début, donc c'était génial. J'étais serveur en plus ici, donc en même temps d'être serveur j'ai fait la BD, elle est sortie, elle était dans les points de vente pendant un moment et elle se vend encore sur internet si on veut. Et je pense que c'est un personnage que je vais reprendre ça. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, pourquoi il n'y en a pas eu d'autres, mine de rien, en 10 ans derrière? Parce que derrière je me suis Nicolas arrive vite. Ouais, c'est ça. Nicolas arrive vite et en fait Nicolas c'est tellement exceptionnel que déjà ça m'inspire énormément. C'est exceptionnel de par le moment où c'est sorti, de ce que je vis avec Louis et donc j'en profite quoi. Je profite de vivre ça et je me dis, on m'a souvent dit oh mais maintenant t'as fait Nicolas, je m'en souviens, ça me revient maintenant. Ouais, t'as fait Nicolas, le 1 ça a marché ou le 2 tu peux passer à autre chose et tout. Je dis mais vous savez même pas ce que je vis. Moi je vis un truc exceptionnel avec une personne exceptionnelle. Moi j'ai toujours aimé le foot à Montpellier, je me retrouve à côtoyer Louis Nicolas et devenir pote avec lui, à vivre ses coulisses, ce mec c'est exceptionnel. Je dis moi je suis désolé, tant qu'il est là j'en profite quoi. Je profite de vivre ça et après j'aurai le temps de vivre ma vie tout seul et j'ai bien fait de faire ça parce que maintenant d'une part, déjà depuis qu'il est là, je me fais chier, tout simplement, parce que même si on avait 40 ans de différence, c'était comme s'il avait 15 ans avec moi. Donc je délirais comme quand je l'écoutais, voilà, je vivais des moments exceptionnels. Et puis maintenant, voilà, c'était vraiment un personnage exceptionnel. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et pendant ce moment-là, j'ai fait tous les Nicolins que je pouvais faire et que j'avais envie de faire surtout. Si j'avais pas envie, il y en avait certains moments où j'avais pas envie de faire, j'en faisais pas. Il fallait que ça m'inspire. Donc voilà pourquoi j'ai pas enchaîné avec Rocco. Alors du coup tout à l'heure je t'ai coupé avant de revenir longuement bien évidemment sur Nicolas. Dernière chose concernant Rocco, t'as dit ça va peut-être revenir? Ouais, parce que j'ai évolué. Hein. Déjà là, si vous lisez le Rocco que j'ai fait maintenant, il y a des vagues en plus, des blagues qui ont été reprises maintenant par d'autres humoristes. C'est un peu vieilli. Ouais. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai voulu m'arrêter à un dessin par page, alors que maintenant j'ai des idées pour faire des strips, des pages avec lui.
J'ai évolué tant au niveau dessin qu'au niveau scénario qu'au niveau dialogue. Maintenant je sais un peu mieux ce que je vais faire. Ouais, j'ai plein d'idées, il y en a certaines qui me font vraiment hurler de rire, donc j'aimerais le reprendre. Peut-être un format Nicolin, style un BD avec... Ok, ouais. Voilà. Pour parler de Nicolin, avant de rentrer dans le sujet, et vraiment dans le sujet de la BD, ton background à toi avec le MHSC, c'est quoi? C'est depuis que t'es petit, tu vas au stade? Depuis tout petit, je vais au stade parce qu'en fait, moi j'ai commencé le football à 4 ans. Alors là, je commençais à 4 ans, pourquoi? Parce que j'avais un grand-père qui a créé un club de foot à Montpellier de quartier qui s'appelait l'AS Juvénal Antigone. Mon père était entraîneur là-bas. Mon oncle, dont j'ai parlé tout à l'heure, était gardien, etc. etc. Donc je suis issu d'une famille de gens qui aiment le football, dont un grand-père président. Donc je sais ce que c'est que être dans un club de foot familial avec un père ou grand-père impliqué là-dedans. Donc à ce moment-là... Si je peux comprendre un peu ce que vivent à petite échelle Olivier, Laurent Nicolin et Louis Nicolin et Colette, c'est ça aussi. Parce que moi je viens de ce football-là. Donc tout ça pour te dire que il t'emmène au stade. Il m'amène au stade, je vais au stade tous les samedis. Parce qu'on a des places, on va voir le match. Voilà, le samedi, c'est match à 2h ou 4h parce que je suis poussin ou pupille. Et derrière, le soir, on va voir le Montpellier. Et là, je rêve, quoi, parce que j'adore le football. Donc ça, c'est vraiment un grand kiff. Et donc, en fait, c'est en moi depuis toujours. Donc ce que je te disais tout à l'heure, en plus, le fait de regarder les matchs de foot à la télé, avec des fois Chénès qui dessine, etc. Donc tout ça, je baigne dedans. Et en fait, je pense que inconsciemment, quand me vient l'idée de Nicolin, c'est en fait l'idée de sujets que je maîtrise depuis toujours, qui sont en moi et qui ressortent tout simplement. C'est-à-dire Montpellier, en général, foot ou vie, parce que je me suis toujours dit, en plus dans la première BD, je dessinerai Montpellier, les endroits qui m'ont marqué à Montpellier. Donc si on reprend toutes mes BD de Nicolin, je peux t'expliquer que là, c'est là parce que j'ai vécu ça à cet endroit-là, j'ai vécu ça à cet endroit-là, etc. Donc ça, c'est marrant. Et puis après, le foot, Nicolin, la façon de parler. Moi, je suis content d'avoir fait une BD sur Nicolin qui a une façon de parler particulière, parce que déjà en 2011, quand j'ai fait la BD, je sentais que c'était une façon de parler qui allait disparaître. Et alors, n'en parlons plus maintenant. En 2020, dès que tu commences un peu à sortir des sentiers... Voilà, la façon de parler, c'est le franc-parler en fait. C'est le franc-parler. Ouais. C'est le franc-parler. Je comprends pas moi, je préfère un Nicolin qui arrivait et qui disait avec ses mots à lui, alors des fois un peu vulgaire, des fois un peu cash, des fois un peu qui peuvent blesser, mais qui te dit la vérité, plutôt qu'un type qui va arriver, qui va te dire des choses qu'il a appris à l'école de communication ou de machin, et qui va essayer de te passer par-ci, par-mi, machin, pour au final te le mettre comme il dirait Nicolas. Non. Moi j'en ai marre de ça. En fait, Nicolin, au moins il était cash. Et j'aime bien être cash. Alors des fois, moi c'est un petit souci pour moi parce que des fois je suis un peu cash. Je sais pas si je suis cynique, mais des fois je suis un peu cash. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vis pas dans le monde réel merveilleux de oui quoi. Des fois, j'ai envie de dire un peu les choses. Donc ça devrait habituer les gens un peu. Ouais, mais je pense que je resterai comme ça tout le temps. Mais je risque d'être esselé par contre. C'est les risques. C'est vrai que ta première relation de travail, mine de rien, avec le MHSC, elle est née pendant une émission de radio. T'as fait un peu de radio? Ouais, moi j'ai fait... Ah oui, c'est vrai, bravo. Putain, ça c'est bon, ça. J'aime bien quand on me ressort des choses que je savais pas qu'on savait. Ouais. À l'âge de 17-18 ans, je suis en première ou en terminale, je pense que je suis en terminale. Et avec deux potes, passionnés de foot, deux du Montpellier et un de Saint-Etienne. Il nous saoulait avec Saint-Etienne. D'ailleurs, c'est grâce à lui, je suis allé voir Geoffroy Guichard des matchs, c'est vrai qu'il y avait une sacrée ambiance. Mais on décide de faire de la radio. La radio, j'en avais fait un petit peu petit à 13 ans, parce que j'aimais le cinéma. J'avais une rubrique cinéma dans une émission sur Radio Aviva. Donc voilà, je parlais de cinéma à 13 ans, c'était une façon un petit peu de me lâcher au micro. Même si j'étais nul, je pense. Et après, en fait, on a créé une émission qui s'appelait Aviva le sport et on parlait de sport pendant 1 heure tous les lundis. Et ça nous a permis d'aller aussi au stade. On commentait les matchs, mais c'était diffusé en différé, bien sûr, que les meilleurs moments, le moment du but et tout. Et en même temps, on pouvait faire des interviews. Et c'est là qu'on a eu l'occasion d'interviewer Michel Mézy. À l'époque, c'était l'époque des Portugais. Il y avait eu Pataka, Gouveia et tout ça à Montpellier. Donc c'était une période. C'était pas flamboyant au niveau football, mais et c'est mon premier contact, c'est vrai. C'est vrai. De là que découle ta première rencontre avec Nicolin ou pas du tout? Pas du tout. Nicolin, moi, je l'avais entreaperçu. Bon, déjà. Moi à l'époque j'étais sur à l'époque les tribunes étaient en bois et en face, là maintenant c'est la grande tribune qui est à moitié fermée la plupart du temps, et j'étais en face de Nicolin. Et moi quand je regardais les matchs de foot, j'étais je sais pas quoi, j'étais à fond sur Nicolin. Je regardais Nicolin beaucoup parce que quand Nicolin à l'époque, quand il en avait 50 ans, quand il était sur le banc, c'était un sketch quoi, c'était un spectacle. Donc Nicolin déjà il m'attirait par... Après je l'ai croisé sûrement dans des tournois de foot locaux quand j'étais petit, parce qu'il venait des fois remettre des prix, des machins.
Et je me souviens l'avoir croisé une fois, et c'est marrant, ça me revient d'un coup là, en fait d'en parler, à la Saint-Louis, une Saint-Louis où je devais avoir 10 ans, à 7, parce que nous, moi même si j'habitais à Montpellier, toutes les Saint-Louis, on revenait à 7 avec mon grand-père qui s'appelle Bionomo et qui est un vrai sétois. Et lui, donc on revenait et là on faisait le tour de 7 avec mon grand-père. C'est génial parce que tu t'arrêtais toutes les 2 minutes pour dire bonjour à des gens qui connaissaient tout 7. Et je me souviens d'avoir croisé Louis Nicolin qui avait parlé gueulé sur mon grand-père, qu'il avait embrassé à la Nicolin, quoi. Ouais. Et je trouvais ça énorme que mon grand-père embrassait Louis Nicolin, quoi. Pour moi c'était fou. Et ils se connaissaient. Et d'ailleurs la première fois où j'ai rencontré Nicolin vraiment, c'était le 1er septembre 2011. Je m'en souviens de cette date. J'avais décidé déjà avant de faire la bande dessinée sur lui. Avec mon éditeur, on avait décidé donc de la faire. On s'était décidé en juin. Et là, en septembre, je vais lui montrer. Parce qu'on lui avait dit, on va lui demander l'autorisation dès le mois de juin. J'ai dit non, on va pas faire ça. Je vais faire la BD. Et une fois que je l'aurai faite, je vais lui montrer. Parce que sinon, si j'arrive, je vais lui dire ouais, ça va être ça. Et il ne pourra pas s'imaginer. Et je pense que Louis Nicolin, lui, il faut qu'il voit devant pour prendre des décisions. Okay. J'ai bien fait. J'ai fait la BD. Et je suis allé le voir. Et quand je lui ai montré la première fois, donc 1er septembre 2011, et il a adoré. Ah, c'était énorme parce que j'avais toute la BD en noir et blanc, c'était les planches originales. Et il n'y en avait qu'une que j'avais demandé à mon coloriste, celui de Coin Coin, de faire en couleur. C'était la page où il est en cure avec Fresh. Okay. Donc c'est Nicolin en string qui est dans la piscine à bulles. Et je dis ça, il regarde ça, il va jamais accepter. Écoute, il a été mort de rire. Il a refermé, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Énorme. Ah, c'était énorme. Déjà, de rencontrer, c'était énorme. Je savais que je serais... Mais par contre, j'étais persuadé avant de le voir que je serais pote avec Nicolas. Parce que je savais qu'on était sur la même longueur d'onde sans se connaître. Et avec cette différence d'âge. Et en fait, ça a marché, quoi. Parce que direct, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. De là, il me regarde, il m'a posé une question. Et il m'avait dit, ouais, mais toi, t'es un dessinateur, t'es un Pink Floyd, quoi. T'es un Pink Floyd. Pink Floyd, c'est une expression qui veut dire, en gros, t'es un rêveur, t'es un baba cool, t'es un machin, quoi. Un branleur, quoi. Ouais. Et en fait, je lui ai dit non, mais pas du tout. J'ai dit là, je suis avec vous, mais je vous laisse parce que je dois servir au bar, quoi. Et là, il a adoré ça. Il a aimé qu'un jeune, dans la fois, travaille, et en même temps essaye de se débrouiller pour accéder à ses rêves, quoi. Je pense. Et en même temps, en clôture de cette discussion, je lui dis au fait, président, faut que je vous annonce un truc. Préparez-vous. Il me dit qu'est-ce que t'as ? J'ai dit à la fin de l'année, on est champion de France de football. Il me dit mais tu crois au Jésus soviétique ? Il m'a dit. J'ai dit non, je vous promets. J'ai dit j'ai vu le match, on sortait du match à Lille où Montpellier, c'était la 3e journée, Montpellier venait gagner de Lille à Lille 1-0 avec plein d'occasions de Lille et un Laurent Pionnier exceptionnel qui nous avait sauvés. On avait marqué sur un but de Giroud, si je dis pas de bêtises, et contre le cours du jeu. Et là j'ai dit on a le même groupe depuis 3 ans, les mêmes joueurs. Donc ça, il n'y a pas de secret dans le foot, c'est pas en changeant les joueurs chaque année que tu vas réussir. 3 ans. Derrière, on a un peu la chance on a la chance avec nous, et je le sens, on va être champion. Et en fait, alors je te cache pas que je regrette aussi de pas avoir misé à ce moment-là parce que je pense que j'aurais gagné un paquet de pognon, mais je suis pas joueur. Donc et lui, il s'en rappelle ou pas ? Mais carrément. Mais Louis Nicolin, je pense qu'il s'en rappelle parce que il faut savoir que Louis Nicolin, il se souvenait de tout. Il fallait pas le prendre pour un imbécile. Même si des fois il jouait l'imbécile, il savait tout. Okay. Et donc moi je pense que quand je suis allé le voir j'ai pas vu de match avec lui dans la loge de toute l'année. Je faisais mon truc, moi je suis pas quelqu'un en plus qui aime bien trop s'incruster, qui demande des choses et tout. Donc moi j'ai fait toute mon année à aller voir les matchs à la Mosson, dans des tribunes avec des potes ou voilà. Mais par contre quand je suis arrivé à la fin de la saison et qu'il y avait le dernier match contre Lille à Montpellier, là quand je suis allé le voir, je lui ai dit si vous pouvez me faire une fleur, j'aimerais voir le dernier match avec vous dans votre loge, quoi. Puis c'était les petites loges, on était que 10 dedans. Et il me dit, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc j'ai eu la chance déjà d'assister. En plus, c'était marrant parce que je revenais du festival de Nîmes de BD, qui était exceptionnel pour moi d'être invité dans ce grand festival. Et en même temps, c'était Nîmes, quoi. Et le soir même, je vais à Montpellier, à la Mosson, et Montpellier gagne à la dernière seconde contre Lille, se qualifie pour la Ligue des Champions. Nous, j'ai explosé comme si j'avais complètement oublié qu'il y avait à côté de moi Louis Nicolin, Michel Mézy et des gens importants dans la loge. Je suis devenu complètement fou, on est tous devenus fous, et j'ai au moins eu la chance de voir la réaction de Louis Nicolin sur ce but-là, ce but qui nous qualifie pour la Ligue des Champions, et en même temps, on savait tous qu'on allait gagner à Auxerre et qu'on allait être champion, quoi. Ça c'est exceptionnel, donc j'ai bien bouclé la boucle, quoi, et ça c'était fantastique. Et je pense qu'à ce moment-là, quand je lui ai demandé, il se souvenait aussi que je l'avais annoncé en début de saison. Ok. Des BD Nicolas, il y en a eu 5 en tout, plus le hors-série des 40 ans. Des 40 ans. Si tu devais résumer, c'est entre guillemets, il y a eu 9 ans d'histoire autour de cette... Non, un peu moins. 7 ans d'histoire autour de cette BD.
Mais comment tu résumerais toi ta relation avec Nicolas, cette relation que vous avez connue entre 2011 et 2017? Dans la relation personnelle, moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé observer les gens et ce que je faisais donc quand j'étais au bar. Là, j'ai eu la chance d'observer quelqu'un qui avait réussi sa vie, qui était en plus, non seulement il a réussi sa vie, mais il avait un cœur énorme. Et je trouve que plus j'avançais et plus moi j'étais déçu. Moi j'ai un problème, c'est que des fois il y a beaucoup de choses qui me déçoivent. Et plus j'avançais et plus je m'apercevais que les gens obligatoirement ne faisaient pas tout avec le cœur, des fois machin. Et Louis Nicolin il faisait vraiment les choses avec le cœur. Alors bien sûr il avait les moyens qui lui permettaient de faire les choses avec le cœur. On va me répondre, mais je dirais oui. Mais il y en a aussi qui ont les moyens qui le font pas. Et lui il le faisait. Et donc ça c'était génial. D'une, après en plus je faisais que rire avec Louis Nicolin parce que Louis Nicolin il était jamais sérieux à des moments. Il avait qu'une envie, c'était de s'amuser. Donc ça déconnait, ça machin, et donc j'étais dans une ambiance un peu de potes que je retrouvais pas dans mon intimité de bureau, de dessinateur de BD tout seul, quoi. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Et en plus il m'a vachement encouragé. Il m'a encouragé parce que qu'un mec comme ça qui en a vu de toute sa vie, qui en a vu des artistes, qui en a vu des choses machin, et qui pose son œil sur mon travail, qui l'apprécie. Tous les jours j'envoyais, quand je faisais un dessin, j'envoyais le dessin en texto à Nicolas. Et derrière j'avais une réponse. Ça pouvait être excellent, mort de rire, nani nana, ou des fois si j'avais pas de réponse c'était que le dessin était moyen. Mais au moins j'avais un curseur et j'adore ça, c'était très bien. Ah ouais c'était génial. Et puis en plus moi ça m'a permis de rencontrer des gens grâce à Nicolin. J'ai rencontré Zidane, j'ai rencontré Yannick Noah, j'ai rencontré... T'allais le voir un jour, j'ouvre la porte, il y avait Yannick Noah dans le musée quoi. Donc des gens voilà quoi, qui m'avaient fait rêver et ça m'a permis de vivre ça aussi. Ouais, j'ai Noah dans le musée quoi, incroyable. Et donc j'ai rencontré plein de gens et ça c'était bien. Et puis en plus Louis Nicolin surtout il me mettait en confiance et la chose qui m'a toujours manqué. Là je regrette un peu avec le temps, mais bon peut-être parce qu'il fallait que je fasse passer par ce chemin-là. Mais moi si j'avais eu confiance un peu plus tôt en moi, j'aurais gagné du temps. Voilà. Et Louis Nicolin lui m'a permis d'avoir confiance en moi. Ok. Tu parlais du musée là, à l'instant. Le musée, c'est la collection mythique de maillots de Louis Nicolin. Du coup, tu l'as vu. Moi, je rêve de la voir. Et peut-être que je rêve qu'elle... Enfin, pour la voir, il faudrait peut-être qu'elle s'ouvre au public. T'en penses quoi? Il faut. Moi, je suis pour. Okay. Je suis pour. C'est un trésor. C'est exceptionnel. C'est le plus grand musée du monde de sport. Faut pas chercher. Même pas besoin de... tant le côté football que le côté multisport, le rugby, le vélo. Le vélo, c'est exceptionnel. Le vélo est exceptionnel. Moi on a amené Richard, l'équipe des Rois de la Pédale au musée. Les Rois de la Pédale c'est l'émission que je fais sur Eurosport. On a amené Richard Virenque, Jackie Durand, Marion Rousse, toute la bande, Guillaume Di Grazia, toute la bande. On avait les larmes aux yeux tellement c'était beau. C'est exceptionnel, ça devrait être non seulement un musée ouvert au public, mais je pense que si ce musée-là ouvre, encore plus dans le stade Louis Nicolin, parce que c'est l'endroit à rêver, oui, bah oui. Ça ne désemplira pas. C'est-à-dire que les gens ils viendront du monde entier pour venir visiter. Quand je vois les musées de merde qui sont visités des fois et qu'il y a des bus entiers qui passent parce qu'il y a des bons tour opérateurs, des machins, mais quand les gens ils vont rentrer dans le musée Nicolin, ils vont plus en ressortir. Ça va être exceptionnel. Moi le musée Nicolin, je l'ai vu au moins une dizaine de fois, mais je pourrais le voir encore. Il y a des choses que j'ai loupées. J'aimerais être coincé là-dedans et le regarder dormir là-dedans. Et encore. Ça c'est que le sport, mais moi la plus belle collection qu'a Louis Nicolin c'est la collection d'objets en rapport avec la BD, le cinéma et tout ça. Des petites figurines. Ça il a ça. Il a ça. Et moi quand j'ai vu de cinéma aussi. Bien sûr. Il a le costume le costume d'Obélix que lui a donné Depardieu du film. Et quand moi j'ai vu ça, j'avais envie de m'asseoir parce que moi j'ai ma petite collection chez moi dans mon bureau de figurines. Mais quand tu vois ça, c'est exceptionnel. Et il a d'autres collections. Mais voilà, ça, je pense que même dans l'intérêt de la ville de Montpellier, dans l'intérêt de la région, mais c'est un truc qu'il faut faire. Il faut que les gens aillent le voir. Parce que voilà, il y a toute l'histoire du sport dedans et pas que l'histoire de Montpellier avec des maillots Masdoge ou voilà. C'est le sac de frappe de Marcel Cerdan qui est le plus grand sportif français de l'histoire, un des plus grands. Il y a de la boxe, il y a tout. Il faut absolument. C'est incroyable. Moi, c'est un truc que je mettrai en avant direct. Bon, on a hâte d'y être, en tout cas hâte d'être à l'ouverture de ce musée. Pour revenir à l'époque actuelle, ton regard aujourd'hui, toi, sur cette équipe du MHSC, sur ses résultats sportifs en ce moment, c'est quoi? Moi, je suis très content. Je suis très content d'une chose d'abord, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer le Montpellier-Hérault, je l'ai vu évoluer. Hein. Donc moi, les premiers vrais souvenirs du Montpellier-Hérault que j'ai, c'est 1986-87.
J'ai eu la chance de vivre donc le titre de champion de France dans les coulisses. Et l'après aussi. Mais l'après, on s'est perdu un peu pendant un moment. Je trouvais que le vrai Montpelliéraud, l'âme paillade, il disparaissait un petit peu, je trouvais. Et là, depuis quelque temps, je trouve qu'il y a vraiment... Je trouve que déjà Laurent Nicolin est un excellent président, qu'il a vraiment su prendre la suite de son père, en gardant ce côté franc-parler et cash, en mettant un peu plus les formes, mais c'est cash. Et ça fait plaisir d'entendre un président qui parle comme ça, ensuite qui est entouré de gens qui sont des vrais pailladins. Les Carotti, les Rouvières, les Delaye, toute la bande, même dans la formation. Donc déjà, et puis après sur le terrain, je vois la paillade, quoi. Je vois Montpellier, quoi. Je vois Andy Delors, je vois TJ Savanier. C'est des mecs, c'est des vrais pailladins. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc ouais, je suis à fond de cette équipe et cette équipe va réussir. Cette équipe, elle va réussir. Je pense, j'espère pour elle qu'elle va. Même dans un championnat fermé avec Paris. Même dans un championnat fermé avec Paris. Montpellier, ils peuvent faire un truc en Coupe de France. Montpellier, ils peuvent accrocher une place en Europa League. L'an dernier, on aurait dû être en Europa League si on se fait pas un peu griller par cette VAR qui maintenant juge les hors-jeux sur des centimètres, donc n'importe quoi. Et Montpellier, s'ils accrochent l'Europa League, il faut, parce que je pense que ça permettra à des joueurs de vraiment rester pendant un moment, comme les Delors, Savanier et tout ça, qui seront l'âme de ce club. Et ils vont tout déchirer entre eux. Ils ont encore plus l'intérêt dans leur carrière chacun de rester à Montpellier et de réussir. Et si derrière on pouvait avoir un stade aussi, parce que moi je suis pour la construction du nouveau stade, hein, ça serait exceptionnel, parce que là il y aurait beaucoup plus de public que ce qu'on a maintenant. C'est sûr. Et vous retrouvez d'ailleurs la vidéo d'Andy Delors qui était mon invité la semaine dernière à ta place, enfin pas ici mais une autre place dans Carré VIP. Avant de parler d'Eurosport, on va faire une petite chronique foot, rapidement, des questions à la chaîne, c'est juste pour savoir, j'ai posé à peu près les mêmes questions à Andy Delors. D'accord. Pour toi, le plus grand joueur montpelliérain de tous les temps? Jacek Ziobert. À tes souhaits. T'as vu? On dirait que j'éternue. Ouais. Le plus grand joueur de tous les temps pour toi? Mec, alors il faut que je vois comme joueur que j'ai vu de mes propres yeux. Alors en tant que Français, je vais te dire Zidane, parce que Zidane, moi je rêvais, et en plus j'ai eu pareil, j'ai senti qu'il fallait, tu vois, tout à l'heure je parlais de ma relation avec Louis Nicolin, que chaque moment j'essayais de les vivre à fond. Ben, Zidane, quand il est revenu en 2006, bon un peu avant déjà, hein, mais encore plus chaque minute de Zidane sur le terrain, j'en profitais à fond parce que je me disais ça peut s'arrêter. Donc ça ouais, et après sinon je te dirais que c'est Lionel Messi. D'accord. Ah bah, tu viens d'anticiper la question traditionnelle que j'allais te poser. Messi ou Ronaldo, tu aimes bien? Messi, parce que je pense que c'est lui qui a le plus de talent, qui est exceptionnel. Voilà, Messi, en plus j'en ai toujours un peu plus pincé pour Barcelone que pour le Real. Après Ronaldo, j'admire le sportif. Et le travailleur. Extraordinaire, mais attends, mais extraordinaire. Très très grand joueur. Non mais je vais dire les deux, parce que le problème c'est comme dans beaucoup suivant les époques, dans certains sports, ben, malheureusement le premier comme le numéro 1 comme le numéro 2, ben, ils sont quasiment du même niveau, et qu'il y a un numéro 1 qui... Voilà. Donc, mais là t'en as un qui a un don face à un énorme travailleur. En vrai. Ah oui, c'est ça. Ce qui fait peut-être la différence entre les deux. Bien sûr, bien sûr. Qui vont féliciter le travail, d'autres qui vont féliciter. Bien sûr. Après, on va voir ce que fera. Maintenant, on va voir. Je pense que la chance de Ronaldo, c'est qu'on va voir aussi ce que fera Messi au même âge que Ronaldo. Et là, on verra. En prenant des risques aussi. Oui. Parce qu'il faut voir aussi qu'un mec comme Ronaldo, il est parti de Manchester, il est allé au Real. Au Real, il a explosé. De Real, il est allé à la Juve. Et là, il continue à exploser. C'est aussi très fort quand tu es chez toi, dans une équipe, qu'on joue pour toi, au Barcelone. C'est particulier. Donc, ouais. Et le prochain Ballon d'Or pour toi? Ballon d'or de cette année ou Ballon d'or en général, le mec qui va écraser la concurrence. Voilà. J'ai envie de te dire Mbappé. Ouais. Je pense qu'Mbappé, le jour où il va gagner un gros trophée avec un club, il va plus s'arrêter après. Quand Mbappé, bien sûr. Mbappé magique. Mbappé 18 ans. Moi Mbappé, je l'ai découvert à la Gambardella, parce que je suivais la Gambardella avec Eurosport. J'ai vu la finale. La finale, il a mis un doublé. Monaco. Exceptionnel. Après, je l'ai vu en vrai quand il est venu jouer à Montpellier. À chaque fois, le pauvre Vito, il se fait chambrer, mais quand il a pris la vitesse de voir un mec courir aussi vite, j'avais jamais vu ça. Pourtant, j'avais vu Messi jouer j'ai eu la chance de voir Messi jouer avec l'Argentine contre la France à Marseille une année, là, en match amical. Et il allait très vite. Mais là, Mbappé, c'est exceptionnel. Mbappé, bien sûr. Un choc de génération. Vito contre Mbappé aussi. C'est la différence d'âge. Ouais. Mais Vito, à 42 ans, il enterre la moitié des défenseurs qui ont 25 ou 28 ans dans le championnat français. Moi, j'en profite de faire une parenthèse sur Vitorino Hilton. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir un mec comme ça. Parce que Vitorino Hilton, c'est le meilleur défenseur. Il fait partie pour moi du top 5 des défenseurs de Ligue 1.
Et pourtant, il y a du beau monde. Je vous le dis, top 5. Actuel, tu parles ou Actuellement. Ok. Actuellement, il n'y a même pas. Attends, il tient la défense de Montpellier qui est dans les premiers rôles du championnat. C'est un mec exceptionnel, Vitorino Hilton. Et moi, je pense que avant qu'il arrête sa carrière, il mériterait de porter une seule fois le maillot du Brésil. Ouais. Mais une fois, même une pige contre un match amical contre le Panama ou contre j'en sais rien, quoi. Mais il mériterait de porter. Alors, il faudrait même lancer une pétition de gens qui le voient au quotidien comme nous, les supporters montpelliérains. Pétition pour que Vito il ait une cape avec la Seleção, même un match amical. Ouais, c'est clair. Juste vu qu'on parle de Vito, on peut peut-être dire un petit mot sur Camara. Ah bah Camara aussi. Qui vient quand même de dépasser. Camara qui était le chouchou de Louis Nicolin. Ah ouais? Ah, c'était vraiment le chou de Louis Nicolin. C'était un mec exceptionnel. Souleymane Camara, et elle a adoré le président et c'était réciproque, je sais. Et Souley, pareil, Souleymane Camara qui arrive à Montpellier, qui a connu quand même pas mal d'années et de plusieurs rôles différents, hein, que ce soit titulaire, après remplaçant, après haut du classement, bas du classement, champion. Camara. Pareil, il a une longévité. Alors malheureusement, c'est un attaquant, donc les attaquants, c'est toujours plus difficile de perdurer plutôt que les défenseurs. En tout cas, on est en nombre de buts. Mais déjà, en nombre de buts, et puis voilà, je pense que lui, il arrêtera sa carrière avant Vito. Et je le remercie déjà pour avoir vécu des moments de joie grâce à ses buts. On savait qu'à chaque fois qu'il rentrait, c'était pour marquer. Je me souviens surtout d'un but contre, si je dis pas de bêtises, alors j'aimerais pas me tromper, mais contre Schalke en Ligue des Champions à Schalke, où il marque vers la fin. Et mais voilà quoi. Souleymane Camara déjà aussi. Souleymane Camara, mis à part les performances sur le terrain, c'est aussi en dehors un mec d'une gentillesse extraordinaire, toujours à l'écoute des supporters, des enfants. Voilà quoi. Ça c'est l'éducation Louis Nicolin et Louis Nicolin et Colette Nicolin. Je dis les deux parce que c'était vraiment ce qu'ils ont insufflé dans le club. Je l'ai su. On le ressent de manière générale au MHSC. Ouais. C'est vrai dans tous les joueurs, c'est vrai par rapport à beaucoup de clubs de Ligue 1 où c'est des stars, bon je vais pas comparer, pas que Paris, hein, mais même des... Ouais, c'est vraiment les joueurs, c'est vraiment leurs petits, parce que ça vient de l'époque du centre de formation qu'ils ont créé eux-mêmes, qu'ils ont quand même fait évoluer le centre de formation en France, où c'était pas que le foot ou le sport, c'était aussi les études, c'était tout ça. Mais tout ça on sent les gens qui... Moi je peux te dire les joueurs qui ont été entre guillemets éduqués par Louis ou Colette Nicolin et les joueurs qui viennent de machin. Tu vois la différence totalement, tant sur le terrain qu'en dehors. Bon, j'avance dans ma petite chronique. Vas-y. L'Euro 2020, t'as un pronostic? Ça arrive là bientôt. L'Euro 2020, moi je vais te dire que c'est la France qui va gagner. Avec un but de Giroud. Je te souhaite la même chance que tes pronostics vis-à-vis de Nicolin pour le titre. Non, mais actuellement, on est quand même... On râle, on dit oui, on devrait mettre ci, on devrait mettre ça, mais attendez, il y a plein de gens qui n'ont pas connu des périodes de l'équipe de France où on n'avait pas de résultats, où c'était une cata, et je parle même pas derrière de l'après Naïsna, où moi le Naïsna j'ai failli devenir fou. Ça m'a rendu fou. Bon, et dernière question, ça on en a parlé avec Andy Delors, quelle finale tu verrais toi pour la Coupe du Monde? Bah lui il a dû dire Algérie-France. Bah oui. Alors du coup t'es plutôt du camp Andy Delors qui dit Algérie ou de mon camp qui dit France? Ah bah moi je vais être France. Voilà, on est d'accord. Hein, parce personnellement, je vais pas l'Algérie, donc je vais pas dire l'Algérie, même si je leur souhaite. S'ils arrivent en finale de la Coupe du Monde, ça voudrait déjà dire qu'ils le méritaient et qu'ils avaient sur le terrain des super joueurs qui méritaient. Donc on a plus de chances à tomber sur la Belgique que l'Algérie, je pense. Mais c'est mon point de vue, je voulais pas le vexer, tu vois. Donc bon. Ce sera une Coupe du Monde donc en hiver. N'oublions pas, au Qatar. Donc ça sera, moi je vois bien. Alors si c'est mes deux équipes de cœur, je dirais France, et moi j'ai un petit. J'étais d'ailleurs supporter de cette équipe-là il y a 8 ans maintenant, parce que c'était pas la dernière, enfin il y a 8 ans non, il y a 6 ans, enfin, la dernière Coupe du Monde c'est le Costa Rica. Un France-Costa Rica, j'adorerais. Voilà. Ok. Mais ça arrivera pas. Hein. Déjà le Costa Rica, je les avais vachement suivis à la Coupe du Monde de 2014, parce qu'ils étaient arrivés jusqu'en quart de finale, je sais pas si tu te souviens. Ils avaient perdu au penalty contre la Hollande qui avait fait un changement de gardien juste pour les tirs au but. Oui, ils font un premier tour exceptionnel. Après ils arrivent à gagner des 1-0 machin pour arriver, mais quoi qu'il arrive le foot, pas besoin d'être flamboyant, il faudra leur expliquer aux Belges. L'important c'est l'efficacité. Voilà. Donc un petit France-Costa Rica j'aimerais bien. Après n'importe qui, moi je suis un Français, j'ai toujours eu deux équipes de cœur, c'est la France et Montpellier. Donc la France maintenant, vu l'équipe qu'on a, on prend n'importe qui, n'importe quand. Voilà. C'est tout. On verra, ça arrive dans 3 ans à peu près. Eurosport, on en a parlé depuis tout à l'heure. En fait, tu arrives à Eurosport en 2012. Est-ce que pour ceux qui ne t'ont pas vu sur Eurosport, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Donc il y a la Coupe de France, il y a le vélo.
Quel est ton rôle exactement à Eurosport? Mon rôle, c'est je te fais très très bref, je te fais comment est-ce que j'atterris à Eurosport. Hein. J'atterris à Eurosport parce qu'il y a un des rédacteurs en chef d'Eurosport qui allait lancer une émission de vélo et qui était, lui, en plus j'ai eu la chance, c'est quelqu'un qui a vraiment une sensibilité artistique vraiment assez forte et donc qui avait envie d'apporter une touche qu'on ne voyait plus dans les émissions de sport, du dessin. Donc il vient me chercher, enfin il a cet objectif-là. Il descend dans le sud parce qu'il est montpelliérain et c'est un vrai montpelliérain. Il descend, il arrive chez des potes, il voit la BD, il commence à la feuilleter, ça le fait marrer, il demande mon numéro au Montpellier Héros qui lui donne et de là il m'appelle. Et on a été au téléphone pendant plus d'1 heure. Okay. On a de suite accroché entre nous et il me dit est-ce que tu connais en vélo? J'ai dit pas du tout. J'ai dit moi je suivais le Tour de France quand j'avais adolescent, quand des fois je tuais mes journées ou que par le biais de mon père qui était un fan de vélo à la rigueur, mais je regardais le Tour de France, mais voilà, ces mecs-là ne sont plus du tout d'actualité. J'ai dit ils ont tous pris leur retraite, je connais plus du tout, j'ai lâché le vélo. Il me dit bon, est-ce que tu crois que tu serais capable de dessiner? Je dis ouais, tout est possible. Moi j'ai toujours dit oui. Je me suis aperçu que voilà, il faut tenter les choses. Donc je me documente un peu, je me commence à dessiner. Il me dit tu vas te faire un peu la main avec la Coupe de France de foot. Ouais, j'ai dit ça, ok, je maîtrise. Donc c'était parti. Et en fait, depuis, j'y suis. Okay. Donc foot et vélo, de suite ça a marché. Et je suis encore Eurosport après 8 ans. Ok. Et tu as réussi à avoir l'inspiration, bon pour le foot je me doute bien que oui, parce que tu as les références, tu as tout ce qu'il faut, mais pour le vélo, à trouver l'inspiration. Figure-toi que c'est plus facile de trouver l'inspiration pour le vélo que pour le foot. Parce que le vélo, tu n'as pas que l'exploit sportif. Tu as également tout le contexte qui peut être les paysages traversés, la course, il y a vraiment beaucoup d'équipes, beaucoup de coureurs, etc. Alors que le foot, c'est 22 types. C'est à la rigueur les rumeurs de transfert, un peu les histoires, les bad buzz qu'on peut retrouver dans le foot, mais c'est tout. On peut pas trop jouer sur le stade, sur l'ambiance, sur la ville, voilà. Et alors que dans ce qui est génial avec le Tour de France ou le Tour d'Espagne ou les autres courses, c'est que tu peux délirer et en plus toucher des gens qui en ont rien à faire du vélo. Tu peux commencer à dessiner tu vas traverser Carcassonne, tu vas commencer à partir en vrille sur les remparts, les machins, les trucs. Et voilà. Et en fait, ça parle à tout le monde. Et ça, j'adore. J'adore parce que ça me sortir un peu du sport aussi, même si ça reste du sport. Et que ça soit le vélo ou la Coupe de France en foot, on est quand même sur une grosse chaîne, on est quand même en télé. Est-ce que tu as le droit de faire à peu près ce que tu veux? Est-ce que tu es limité un petit peu? Oui, je peux me lâcher, parce que je m'aperçois que je me lâche. Là, par exemple, j'ose des choses des fois, surtout quand je chambre des journalistes ou qui sont sur le plateau, où je me lâche vraiment. Par contre, toujours dans le respect et toujours dans je vais pas toucher, je vais pas parler de sujets qui sont tendancieux ou difficiles actuellement par le biais du sport. J'en ai à foutre de parler de la religion dans le vélo. Tu vois, je vais pas aller juste pour faire ouais attention, je suis un rebelle, j'arrive à dessiner. Non, j'ai pas besoin de faire ces preuves là. Donc non, j'ai toujours. Par contre, je me refuse aucun sujet et j'aime beaucoup chambrer aussi les sportifs et encore plus les footballeurs, qui sont dans une espèce de confort grâce à leur... Tant mieux pour eux, hein, dans leur vie. Voilà, qui ont une cour autour d'eux. Je parle dans ces cas-là des grands joueurs, hein, surtout. Qui ont une cour autour d'eux, qui gagnent je ne sais combien. Eux, je peux vraiment me permettre de les chambrer. Ouais, j'y vais à fond. Pas de raison. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Faut avoir aussi le mauvais côté. L'autre côté, c'est des fois de se faire chambrer à 22h sur Eurosport. Ben, c'est comme ça. Ça arrive. Voilà. Et la Coupe de France, on est en plein dedans, du coup, avec les quarts de finale qui arrivent bientôt et on te retrouvera sur Eurosport. Comment on fait aujourd'hui, d'une manière générale, que ce soit en BD ou dans la presse, pour se renouveler dans le dessin et pour pas se lasser? C'est la crainte. Moi, j'ai peur de me renouveler parce qu'en plus, j'oublie mes dessins. Ok. C'est-à-dire que je fais confiance à mon cerveau en me disant tu vas pas refaire 2 fois la même idée. Ça, c'est vraiment une crainte et je m'aperçois qu'en fait, pour l'instant, j'arrive toujours à jamais faire 2 fois la même chose. Je sais pas, je vis tellement la chose personnellement et je pense que mon cerveau il est bien préparé pour pas sortir 2 fois la même vanne et puis quand ça arrivera, si ça arrive c'est pas grave. Bon, tant pis, hein, on peut arriver. Par contre, est-ce que si je fais que du dessin de presse tout le temps pendant vraiment toute ma carrière et que ça, est-ce qu'après je vais pas tourner en rond? Je pense que si. Donc je pense que ce qui me sauve aussi c'est de pouvoir me diversifier. Passer de la BD qui va être un gag, en dessin de presse on te demande une bulle, enfin une phrase, un dessin, une bulle.
en BD, j'ai vraiment le temps d'installer un gag plus long, pouvoir montrer que j'aime bien allier les autres humours. Ça va être du visuel, ça va être vraiment de l'humour à la rigueur, vraiment dans la bulle, donc avec dans le dialogue un peu long. Voilà, j'aime bien ça aussi. Ce qui me permet de pas faire toujours la même chose. Si je fais toujours la même chose, je pense qu'à un moment donné, peut-être que j'arriverai dans une certaine lassitude personnelle et aussi pour les gens. J'ai oublié de te poser quand même une question tout à l'heure par rapport à Nicolas, une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Pour l'instant, j'avais pas envie parce que je suis, et c'est très rare, mais je suis très content du dernier. En fait, le dernier, c'est le premier depuis que Louis Nicolin est décédé. Je me suis laissé 1 an parce que moi, franchement, je suis obligé de le dire, mais la mort de Louis Nicolin m'a mis une claque, mais monumentale. C'est-à-dire, personnellement, j'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai encore du mal à m'en remettre dans le sens où j'ai perdu vraiment quelqu'un avec qui je m'amusais, qui était très important, et en plus, à la fois, c'est rare de perdre quelqu'un. En fait, à la fois, j'étais l'admirateur et entre guillemets, je sais pas quoi, la personne qui avait pris Louis Nicolin sous son aile, mais en même temps, j'étais son père dans le sens où j'ai créé le personnage de Nicolin dans la BD. Donc ça, c'était assez bizarre. Et pendant un moment, je pouvais rien sortir. D'ailleurs, j'ai pas sorti de dessin à sa mort. Je pouvais pas dessiner, c'était pas possible. Elle est tellement arrivée en plus rapidement. Moi, c'était en plus un contexte très difficile parce que c'était un contexte à la fois de joie, puisque je partais pour la première fois sur le Tour de France, moi, avec Eurosport. D'habitude, je le faisais de chez moi. Et là, pour la première fois, j'allais partir en Allemagne. On fait l'émission avec les rois de la pédale de présentation. Après, on prend les voitures et on trace en Allemagne pour le départ à Düsseldorf. Et j'apprends le décès de Louis Nicolin en sortant, avant de rentrer sur le plateau pour faire l'émission. Okay. Donc c'était affreux. Pendant 2 heures, je devais faire rire les gens à dessiner. Et moi, c'était affreux. J'arrivais pas à le comprendre. C'était le jour de son anniversaire, j'y croyais pas en plus. Donc, bref, tout ça se passe. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Et j'ai pu recommencer. Et je pensais pas en refaire une après. Je me suis dit, non, en fait, t'y arriveras pas. Et puis, avec le temps, 6 mois sont passés. Et j'ai commencé à écrire des choses. Puis après, je me suis aperçu qu'il me manquait. Que j'avais besoin de le dessiner. Et que le fait de le dessiner, non seulement ça me faisait du bien à moi, mais ça faisait du bien aux gens. Parce que les gens me le demandaient. Je le voyais sur Facebook et tout ça. Et en même temps, après, pour avoir discuté également à Madame Nicolin, que j'admire et que j'aime beaucoup, que j'adore, ça lui faisait du bien aussi quand je le dessinais. Tu vois, parce que j'avais peur que ça leur fasse de la peine de le dessiner, que ça soit lourd. Ça en pourrait être. Et en fait, non. Donc là, ça m'a fait vraiment du bien. Et de là, peut-être que ça m'a permis de recommencer à réécrire. Et après, j'ai dit, je vais faire une dernière BD sur Louis Nicolin. Mais aussi, le truc, c'est que j'avais moins de temps que les années précédentes par rapport. Parce qu'avant, j'avais que la BD de Nicolin à faire. Là, après, maintenant, j'étais rentré à Eurosport. Voilà. Donc, je me suis donné 3 mois pour la faire. Et pendant ces 3 mois-là, j'ai travaillé comme un chien. Parce que j'étais parti 3 semaines sur le Tour de France 2018. Donc, c'est quand même assez intensif. Je reviens, je me suis plongé dans la BD que j'avais un peu commencé déjà. Je me replonge dans la BD, je fais que ça. Après, j'ai le Tour d'Espagne, moi je le fais de chez moi. Mais par-dessus, je devais travailler à la fois la BD la journée plus le Tour d'Espagne où je devais pondre une 30aine de dessins par jour sur les étapes. Je me suis mis minable pour la faire, je te promets. Okay. D'ailleurs, j'en pâtis encore un peu là. J'ai le dos en vrac, j'ai tout en vrac, mais vraiment, je me suis mis minable pour la faire parce qu'en plus, j'avais la pression je voulais pas me louper. Parce que c'était vraiment. Et quand après j'ai eu les premières réactions, que ce soit d'Olivier, de Laurent Nicolin, de Madame Nicolin, des petits-enfants, là ça m'a rassuré parce qu'ils m'ont dit c'est vraiment bien et tout ça. Donc là, ouais. Et j'ai réussi en plus vous la lirez, à faire Louis Nicolin l'après. Parce que la première page, Louis Nicolin décède. Et j'ai tout osé. Tu vois, on me disait tout à l'heure par aller d'Eurosport, est-ce qu'on peut tout oser ? Là j'ai tout osé. Parce que Louis Nicolin c'était quelqu'un qui osait tout. Il osait dire des trucs énormes, il tentait des vannes énormes. T'oses plus dans celle-là presque que dans les 4 d'avant. Ouais. Ça c'est vrai. Parce que je le connais mieux aussi. Je savais qu'avec lui on pouvait oser. Alors qu'avant j'avais toujours la crainte, puis t'as toujours quelqu'un qui dit oui mais tu crois pas que ça va prendre le mal et tout ça. Ça il faut arrêter quoi. Du moment que c'est fait avec sincérité et avec du cœur, les choses, on peut tout dire. Bon, du coup, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'ils reviennent parce que moi j'ai toujours des idées. Là en ce moment je suis en train de réfléchir. Je me demande si, comme j'ai noté pas mal d'idées, de gags très sympas sur chaque journée de championnat qu'a fait Montpellier cette année, je me demande si en fait l'esprit de la BD Nicolin, je vais pas la transposer et faire un récapitulatif chaque année de ce qui s'est passé à Montpellier, avec bien sûr donc tous les jours actuels que j'ai pas l'occasion de dessiner, sinon les Delors, les Savanier, les Vito que j'en voyais par-ci par-là dans les BD Nicolin, mais le personnage principal c'était Nicolin. Et également, voilà, peut-être je vais basculer là-dessus et je vais voir s'il n'y a pas une chose à faire avec faisant revenir un peu Louis Nicolin, bien sûr,
tout le temps, mais pas avec une BD Nicolin. Et ça, on verra peut-être plus avec le temps. Est-ce que quand le nouveau stade sera construit, qu'il y aura le musée Nicolin, est-ce que ça va pas me permettre moi de faire autre chose? Là, à ce moment-là, je reviendrai. Mais là, pour l'instant, j'ai envie aussi de montrer ce que je suis capable de faire dans d'autres domaines. On tourne la page Nicolin. Ouais. On approche de la fin de cette interview. Je voudrais quand même parler d'une chose tragique, c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans à Charlie Hebdo. Oui. Quel regard tu portes 5 ans après? Tu disais tout à l'heure en début d'interview, tu disais on parle pas beaucoup des dessinateurs et tout. On en a parlé à cette époque-là. Tout le monde a même dit qu'il fallait. Est-ce que tu crois pas que ça s'est perdu? Voilà. Une semaine. C'est ça que je voulais demander. Non, mais moi, Charlie, ça a pété mon rêve en fait. L'histoire de Charlie, ça a brisé mon rêve. Moi, j'ai découvert la liberté avec le dessin. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'on pouvait, du moment où je suis devenu dessinateur, je suis allé chercher le fait de devenir dessinateur, de pouvoir être dessinateur professionnel, je suis allé vraiment le chercher. Et donc j'avais réussi à avoir cette liberté. J'ai eu la chance de connaître les festivals de dessin de presse avant le drame de Charlie, donc d'avoir cette liberté de rigoler, de se marrer, de dessiner n'importe où, sur les nappes, sur les machins, les gens qui venaient, voilà, tout ça c'était quand même plus vraiment libre. Et je trouve que d'un coup, le fait qu'il y ait eu ce drame-là, ça a mis des barrières déjà dans la tête des gens. Parce qu'avant, faut pas oublier quand même que le dessin de presse, et surtout Charlie, c'est quelque chose de petit comité. C'est très connu, mais c'est un petit comité. Il n'y avait pas beaucoup à le lire. Moi, par exemple, ici, quand je servais au bar, je servais le mercredi. Le matin, j'ouvrais le bar. Donc à 7h du mat, j'ai acheté ma presse avant. J'achetais toujours Charlie. Et il y avait des gens qui le lisaient, mais il y en avait d'autres qui ne voulaient pas le lire. Et donc je le posais, je voyais les gens qui le lisaient, donc tu voyais un peu quel style de gens c'était. Et donc on n'était pas nombreux à le lire. Et du jour au lendemain, tout le monde a découvert Charlie, a ouvert un Charlie aussi. Et donc il y en a qui ça va pas du tout avec leur humour, leur façon d'être, leur éducation. Et c'est très bien, parce que Charlie justement faisait ça pour mettre un petit peu, bouleverser tout ça, quoi. Mais quand mettre j'allais dire mettre un coup de pied dans les couilles à la France, mais oui, parce que c'était ça, Charlie. Ah oui, clairement. À tout, voilà. Et donc là maintenant d'un côté, ah oui, Charlie, oui, mais ils font ça, ben ouais. Tout le monde ne peut pas lire Charlie Hebdo. Tout le monde ne va pas aimer Charlie Hebdo. Voilà, c'est tout. Il faut pas, à un moment donné, Charlie, ça tapait sur tout le monde. Donc ça, maintenant que chaque fois qu'il y a une de Charlie, la plupart des gens se mettent à critiquer, à dire oui, mais ils font ci, mais ils font ça, mais ils vous emmerdent. Parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont toujours fait ça et ils continuent à le faire. Alors avec plus ou moins de talent. Tout le monde n'aura pas le talent qu'avait Cabu. Cabu était un monstre. Cabu aurait mérité, il aimait pas les prix, mais il aurait mérité les légions d'honneur par-ci. Tous ceux qui sont les Wolinski, j'étais moins fan de Wolinski parce que c'était mon truc, mais c'est pas ma génération. Mais Cabu, Wolinski, Charb, c'était un monstre. Charb, j'étais fan de Charb à fond. Tinius en plus, qui étaient des gens que j'ai eu la chance juste de rencontrer, d'échanger 2-3 mois avec eux, ou même Honoré. Tout ça, ces gens-là avaient un talent immense. Alors bien sûr, à des moments derrière, tu as une nouvelle équipe qui se monte. Il y en a qui sont très doués, il y en a qui ont du mal des fois. Et, bon, on peut pas être bon à chaque fois. Hein. Qui est bon à chaque fois? Personne. Même eux, à l'époque, des fois, il y avait des Charlie qui étaient moins bons. Mais il faut pas juger le travail qu'ils font. Il faut pas juger une. Il faut plutôt voir qu'on a cette chance-là dans ce pays-là d'avoir un journal qui peut se permettre de faire ça. Voilà. Dans tous les... Mais moi j'ai envie de dire, après je passe des fois, je rigole avec mes amis parce que des fois je vais, attention à mettre un bandeau en bas, alerte vieux con. Non, alerte vieux con, attention. Ouais. Mais non, je suis pas un vieux con, mais putain, il faut que les gens ils voyagent un peu et qu'ils se rendent compte que, alors quand ils voyagent, qu'ils regardent pas non plus que les 10 jours où ils sont, ouais c'est génial, des cocktails, des mojitos, des machins. Mais quand tu voyages, tu t'aperçois aussi quand même qu'en France, il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien. Il y a voyage et voyage. Hein. Il y a voyage et voyage, et tu t'aperçois aussi qu'on est libre. On est libre de faire ça, et libre. Charlie Hebdo a tapé sur tout. En plus, ce qu'il y a dedans, c'est que Charlie Hebdo a tapé sur toutes les religions, parce qu'il faut revenir à bien avant aussi. Il y avait eu une histoire de procès il y a quelques années aussi, avant que Charlie. Il y a le drame de Charlie, et on avait mis en avant que Charlie tapait sur toutes les religions, et principalement la religion catholique, c'était lui qui en prenait le plus. Donc tout le monde en a pris pour son grade. Et il faut qu'on continue à pouvoir. Que tout le monde puisse en prendre son grade, comme ça au moins on se remet aussi un petit peu nous chacun, avec nos égos en plus complètement. Ultra développé grâce à cause d'Instagram et de tous ces selfies à la con aussi, que ça nous remet un peu dans le droit chemin des fois, et qu'un petit peu au moins il nous permettait de faire dégonfler la tête un peu, et ça c'est important. Charlie, ça sert à ça.
C'est bien parce que depuis tout à l'heure, en fait, on parle pas mal de liberté dans cette interview, dans liberté de parler, liberté de dire ce qu'on pense. Avec Charlie, là, on vient de le dire. Avec toi, du coup, t'en parles, voilà. Avec Nicolin, il y a une autre personne, et j'aurais qu'on parle de lui pour finir cette interview aussi, qui s'octroie aujourd'hui le droit de dire à peu près ce qu'il pense, c'est Rémi Gaillard. Ah ouais. Je sais que c'est un ami à toi. En 2 mots, qu'est-ce qui vous lie, toi et Rémi Gaillard? Je dis ça parce qu'on s'est vu souvent sur ces festivals animal. Alors Rémi Gaillard, déjà, moi je l'ai découvert à la télé. Alors c'était dans les émissions de Julien Courbet et dans les émissions, je crois que Patrick Sébastien en diffusait peut-être des fois, mais par ses caméras cachées. Et je reconnais Montpellier dans les caméras cachées. Et là ça m'éclate, parce que moi je suis très chauvin. Et Montpellier on voyait jamais à la télé. On voit jamais à la télé. Moi je peux te citer les quelques films où Montpellier ont été tournés à Montpellier, genre Didier, genre machin, je vois des films, je suis content de les voir parce que c'est tourné à Montpellier. Et là je vois Rémi Gaillard qui fait des caméras cachées. Ouais, je dis c'est génial, en plus c'est hyper drôle. Et en gros, ce mec-là, c'est un peu le grand frère que j'ai pas eu. Avant de le connaître, hein. C'est-à-dire que je vois Rémi, je dis putain, ça c'est vraiment un grand frère de déconne, c'est génial de pouvoir faire ça. Excellent, ce mec, j'aimerais bien le rencontrer. J'ai jamais rencontré. Et en fait, une fois, je dédicace donc la BD Rocco au festival autour de la bulle à Sorams, à Odysseum, qui est organisé par Sorams Odysseum. Ok. Et je me retrouve à dédicacer Rocco à côté de Rémi Gaillard qui, lui, dédicaçait une BD qu'il avait scénarisée sur lui. Et moi en fait j'étais en train de terminer la BD Nicolin et dans mon sac j'ai des extraits de la BD Nicolin et ironie du sort il y a celle où il y a Rémi dedans parce que pour moi Rémi était incontournable d'une BD Nicolin parce que à cette époque là il faisait ses sketchs ses caméras avec le maillot de Montpellier quand ils étaient au fond du trou de la deuxième division parce qu'on a eu chaud à des moments. Il y a eu cette période aussi, ouais. Bah oui, et lui il était là avec son maillot et il faisait la pub de Montpellier. Et dans le monde entier on savait qu'il y avait une équipe qui était bleue et orange et qui s'appelait Montpellier. Donc rien que pour ça j'étais super content. Et donc je me retrouve à côté de lui, donc je l'avais mis dans la BD, je lui fais lire et il se marre. Et de là, on a commencé à sympathiser. Le soir, on a mangé ensemble. Et puis voilà. Et puis Rémi, de temps en temps, on se voit. Des fois, on se voit pas. Des fois, on déconne ensemble. Et voilà. Et puis après, on a vraiment été encore plus liés quand il a décidé de s'enfermer dans une cage à la SPA. Où moi, je lui ai dit, tu vas t'enfermer dans une cage à la SPA. Mais bon, tu vas faire quoi ? Tu vas être qu'enfermé. Les gens, ils vont passer, ils vont te voir. Tu veux pas, si tu veux. Nous, avec des copains dessinateurs, on va venir et on va dessiner. Et déjà, Rémi, je savais qu'il aimait beaucoup le dessin parce que on parlait de Charlie Hebdo. Quand il y a eu la marche après Charlie Hebdo, avec le dessinateur Man, que j'admire, vraiment, le dessinateur Man de Midi Libre, qui est pour moi un de mes maîtres, parce que j'ai grandi avec ses dessins. Je lisais ses dessins adolescent. Et sûrement, mon coup de crayon a dû être inspiré par lui aussi. Parce que j'adore ce type, humainement comme professionnellement. Donc on se retrouve tous les deux, on recroise Rémi, on se retrouve en fait à Antigone et en fait avec Man on a commencé au lieu de marcher avec toutes les institutions etc, où on savait qu'une semaine après ça allait être oublié par tout le monde parce qu'on n'était pas dupes, parce qu'on vit la chose depuis longtemps, donc bon. Eh ben, on a commencé à dessiner par terre et Rémi restait avec nous et de là je pense qu'il y a eu un lien qui s'est fait aussi par le dessin entre nous. Et après quand il a fait sa cage de SPA, je lui ai dit bah, écoute on va venir dessiner devant la cage, comme ça fera une animation. Et en fait, on s'est pris au jeu. Facebook Live venait vraiment d'arriver. Donc, on a découvert ce que c'était qu'un Facebook Live. En plus, avec Rémi, ou alors, je sais pas combien, une centaine de milliers de personnes. Ouais. De là, les gens nous donnaient un thème. On s'amusait à mettre. Les gens donnaient un thème ou deux. Et nous, on avait 1 minute pour faire un dessin en rapport avec ce thème-là. Donc, c'était vachement excitant en tant que dessinateur. Et donc, on a fait ça. Et après, l'année d'après, Rémi, quand il a fait Animal au Zénith, il nous a rappelé. Et voilà, et depuis, chaque année, c'est pour ça que vous nous voyez à Animal. Et puis Rémi, voilà, de temps en temps, on s'appelle quand il a besoin de... On déconne, quand on déconne pas, ça dépend. Et puis après, voilà, quand il a besoin d'un conseil, j'essaie de lui donner un conseil d'ami, quoi. Et du coup, juste pour terminer sur Rémi Gaillard, sa candidature à la mairie de Montpellier, en 2 mots, t'en penses quoi ? Alors, sa candidature pour la mairie de Montpellier, pour être honnête avec toi, quand il m'en a parlé, je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller te foutre dans la politique, laisse tomber, etc. Après, je voyais qu'il avait quand même eu quelques embûches dès qu'il a voulu faire ses trucs Animal, etc. En fait, je me suis aperçu que quand il a fait Animal, il avait quand même des... Tu as de bons côtés et tu as le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que tu peux avoir des gens qui vont aller vers toi, vers ta cause, etc., mais qui sont des fois un peu extrêmes. Et ça, c'est ce qui me gêne toujours. Tu vois, moi, dans peu importe le sujet, dès qu'on bascule un peu dans l'extrême et dans... qu'on veut sous une idée de liberté, on supprime d'autres libertés, ça j'aime pas. Donc ça, à ce moment-là, des fois, ça c'est ce qui me gonfle un peu. Et j'ai dit, fais attention si tu vas faire la politique, etc. Et en fait,
il est en train de me convaincre, dans le sens où chaque fois que je vois une idée sortir de Rémi sur son programme, ben, je m'aperçois déjà que Rémi, je savais que c'était un bosseur. Rémi, c'est un faux branleur aussi. C'est-à-dire que Rémi, pour faire ce qu'il fait, je peux vous dire qu'il faut se triturer la tête beaucoup pour que ses caméras cachées soient aussi efficaces. Et ses sketchs. Donc je savais que c'était un bosseur. Mais je pensais pas qu'il allait avoir autant d'idées pour sa candidature. Donc bon, pour l'instant, il sort des idées. Moi, je suis Montpellier. Alors moi, je vote encore à Montpellier. Ah. Ouais. J'ai toujours gardé mon truc de vote à Montpellier parce que Montpellier, c'est vraiment ma ville. Et même si j'ai vécu à Ballaruc ou que maintenant je suis plus vers Frontignan, Montpellier, c'est ma ville. Donc je vote à Montpellier. Donc ma voix sera très importante à Montpellier. J'annonce à tout le monde, attention, c'est peut-être celle qui fera la différence. D'accord. Moi pour l'instant, ce qu'il y a en tout cas, c'est que moi je lui ai dit, si tu te lances, tu le fais à fond. Moi c'est ce qu'on m'a toujours dit, mon conseiller, ma mère, peu importe le truc, elle m'a dit, si tu te le fais, tu le fais à fond. Okay. Et là Rémi, ce que je lui conseille, s'il le fait, il le fait à fond. C'est-à-dire qu'il va pas faire un programme, voilà, soit tu trouves vraiment des idées pour la ville, soit c'est pour le faire juste pour faire parler. Toi, te laisse tomber, mais c'est pas son style. Ah, c'est pas du tout. C'est pas du tout son style. Et là, il sort son programme, et ben je le trouve pour l'instant cohérent. Et j'attends de voir les programmes des autres candidats aussi. Parce que pour l'instant, moi je suis désolé, mais je vois aucune idée venir. Alors peut-être que je devrais aller farfouiller moi-même, mais si je pars du principe que si tu es citoyen et que tu dois aller toi chercher vraiment machin, c'est qu'il y a un problème de com. Alors s'il y a des gens qui sont payés aussi encore, parce que des fois je suis pas très content, je trouve que des fois au niveau com, les gens qui sont spécialisés dans la com, ben, je me demande s'ils ont vraiment appris la com. Et là je me dis comment ça se fait que Rémi, lui, avec 2-3 affiches numériques sur internet machin, nous balance ces idées là qui sont claires et novatrices. Ouais. Alors je pense qu'elles sont possibles parce que je le connais, je sais qu'il a dû vraiment étudier pour voir si c'était réalisable. Comment est-ce qu'un mec comme ça qui vient de nulle part arrive à nous attirer l'œil, et que des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui soi-disant se préparent depuis des années pour devenir maire de Montpellier, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à nous exciter quoi? Donc j'attends de voir. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que Rémi se débrouille bien. J'attends de voir. Rien qu'en suscitant cette question-là, déjà il a gagné quelque chose. Bah ouais. Tu vois, rien que ça. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et est-ce que vous n'allez pas être vous tentés, ceux qui votent à Montpellier, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais est-ce que ceux qui vont être dans l'isoloir, est-ce qu'ils vont être tentés de mettre un bulletin Rémi Gaillard? Alors il y en a qui vont sûrement mettre un bulletin Rémi Gaillard en se disant ouais, j'ai genre mon âge, donc 35-38 ans, j'ai pas connu Coluche, c'est un kiff, je vais me la jouer, allez c'est bon, tu vois, avec un petit côté rebelle. Cette génération-là, est-ce qu'il y a aussi une génération, je m'aperçois, parce que des fois je m'aperçois qu'il y a des gens de la génération, à la rigueur de mes parents, qui sont plus dégoûtés par certaines politiques que nous, qui sommes jeunes, où nous on s'est dit, quoi qu'il arrive, la politique c'est pas ce qui va nous faire notre vie. Eh ben, je me demande, est-ce qu'eux ils vont pas voter Rémi Gaillard plutôt que voter un parti qui va se monter avec des gens issus de la société civile, machin, bidule, ou alors des vieux partis, je sais pas. En tout cas, l'important c'est qu'il soit sincère avec les gens, qu'il reste lui-même dans le sens qu'il arrive à nous faire quand même sourire, parce que c'est le but et nous on a envie de sourire. Et puis en plus, moi je pense que sincèrement c'est quelqu'un qui aime vraiment la ville de Montpellier, puisqu'il l'a prouvé, et puisque justement c'est ce qui moi m'avait attiré quand j'étais ado, ce que je te racontais. Donc tant mieux qu'il essaye. Après je suis pas sûr de voter pour lui, j'ai pas dit que j'allais voter pour lui, j'en sais rien. Mais qui continue comme ça. Mes réponses au mois de mars. On verra, bah ouais, ça serait marrant. On passe à la petite chronique de fin d'interview. Il me restera une question après ça, c'est une petite chronique tarot. Je vais pas te tirer les cartes. Je vais faire comme je fais d'habitude dans mes émissions. Tu vas tirer une carte et cette carte va correspondre à une question qui peut bien tomber comme elle peut très mal tomber. Aïe. Elle peut être facile comme elle peut être dure, elle peut être nulle. Mais on va tous les faire si tu veux. Il y en a un qui me l'a fait déjà. C'est vrai? Ouais. Moi je suis capable. Pas tous, mais il en a fait pas mal. C'est le chariot. Du coup, la carte du chariot, c'est la carte de la réceptivité et c'est la carte du succès. Du coup, ma question, elle concerne le succès. C'est quoi justement, pour toi en tant que dessinateur, par exemple, la définition du succès? La définition du succès pour un dessinateur dont normalement on ne connaît jamais le visage. On est d'accord. La plupart des dessinateurs, on ne les connaît pas. Donc d'un côté, quand on te reconnaît, parce qu'on est venu souvent te voir en dédicace, parce qu'il y a les médias qui ont parlé de toi, voilà, ça fait plaisir. Quand c'est des enfants qui viennent me voir et qui me disent oh depuis que je lis jamais de BD, mais alors c'est la vôtre que j'ai lu en premier, etc. Ça pour moi c'est le succès, ou donner envie aux enfants de dessiner. Et même des gens en général, même des adultes qui ne lisent jamais de BD, ils me disent j'ai jamais lu une BD de ma vie, mais j'ai lu la vôtre, je me suis éclaté. Là ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais dire que en premier le succès c'est ça. Être connu. Être reconnu
Bien sûr, pour l'ego, être reconnu quand tu fais tes courses, quand tu machin, quelqu'un s'arrête et qui veut prendre une photo, ça fait plaisir. Celui qui dit que ça fait pas plaisir, c'est que c'est faux. Mais c'est pas un moteur, hein, par contre. Oui, hein. bien sûr. Oui. Et après, si vraiment, quand j'ai des enfants qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah ouais, je suis fan de toi, que je vois les parents qui montent leur chambre avec des posters du Montpellier, mais aussi plein de dessins de moi. Excellent. Ah ouais, ça fait super plaisir parce que moi j'ai été ce gamin-là aussi. Donc ça me fait plaisir. On en fait une autre? Ouais. L'empereur. Je sais pas pourquoi, mais je suis content que ça tombe avec toi cette question. Bon, bah l'empereur, tu l'auras compris, hein, celui qui dirige. C'est quoi, toi, ta vision aujourd'hui de nos dirigeants? J'irai pas plus loin dans la question, c'est à toi de comprendre ce que tu veux comprendre à travers nos dirigeants. Alors, je suis pas dupe. Déjà, d'une part, nos dirigeants, est-ce qu'on parle des méga entreprises qui sont Amazon, Facebook et compagnie? Est-ce que c'est eux vraiment qui nous dirigent? Oui. Est-ce que c'est eux qui influencent notre vie? Oui. Maintenant, si on parle après des dirigeants de la France, parce qu'on va redescendre d'une échelle, on va parler de la France, nos dirigeants, moi j'ai grandi avec, en entendant tout le temps, mais tout le temps, et ça, les gens à un moment donné, il faudrait qu'ils aient un peu plus de mémoire. Je suis né en 81. J'ai toujours entendu, ouais, il y en a marre de ces hommes politiques, ces copinages, c'est que des vieux, et nani, nana. Là, on se retrouve, donc il faudrait un jeune qui vienne de la société, un peu machin, bon, qui a déjà travaillé ailleurs que dans. Voilà, tu as compris. Là, on se retrouve avec un type qui a 40 et quelques années, qui a travaillé dans le privé, peu importe où il a travaillé, mais en tout cas, il a travaillé dans le privé. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas mis un rayon à Auchan, mais il travaillait en privé. Qui en plus, ce qui est chose assez rare de nos jours, hein, est marié avec une femme plus vieille que lui. Parce que ça, c'est souvent le contraire. Bien sûr. D'accord. Et il vient d'arriver. Et les gens ont voté pour lui. Parce que moi, je reste quand même. Je suis un défenseur de la démocratie. Peu importe si que les votes blancs soient pris en compte ou pas, c'est lui qui a gagné le jeu. On est d'accord. Donc moi, je pars du principe que je lui laisse 5 ans. Je vais pas aller de suite, je vais lui laisser faire ses preuves. S'il est mauvais, dans 5 ans, on votera pour quelqu'un d'autre. Mais je vais le laisser faire et voir. Voilà. Parce que moi, en plus, je suis pas issu d'une famille qui est très politisée. J'ai beaucoup d'amis dessinateurs qui sont très politisés, qui seront toujours, qui penseront toujours comme leurs grands-parents du début du siècle, machin et tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, non, je suis pas comme ça. Je suis pas très politique. Mais par contre, voilà, je pars du principe que je préfère avoir une démocratie qu'avoir des choses un peu plus dures, un régime un peu plus dur qui m'enlèvera déjà premièrement ma liberté à moi professionnelle et celle pour laquelle je me suis battu depuis tout petit, qui est de pouvoir dessiner librement et essayer de penser dans un monde dans un pays un peu libre. On revient toujours à ça et je lui laisse et on verra après. Voilà. Mais nos dirigeants, je leur laisse leur place par contre. Je suis pas du tout envieux. Moi je dis ouais, quand j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, ils touchent tant, ils touchent ci, tout ça, mais je leur laisse leur vie. Y a pas de problème. Tirez pas de présenter aux élections. Quoi. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, non. Allez, on va passer. En tout cas, c'est bien, on a encore parlé liberté dans cette question, tu vois. Ouais. Dernière question. Du coup, cette question, je la pose à tous mes invités. Oui. On a parlé de plein de choses qui sont arrivées dans ta carrière, dans ta vie depuis que tu es petit. Si tu avais aujourd'hui l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi quand tu étais petit, maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu te dirais? C'est marrant parce qu'hier soir je pensais, moi je vais toujours dans mes pensées un peu le soir avant de me coucher, qui à la fois je fais un petit bilan de ma journée et en préparant celle du lendemain. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et je pensais, là j'étais encore plus dans les pensées hier, et je réfléchissais à une chose, je regrettais une chose, c'est de ne pas avoir assez, peut-être des fois, bossé le dessin quand j'étais adolescent ou quand j'étais plus gamin. Je l'ai fait beaucoup, mais à des moments j'aurais dû aller vers un petit peu de me diversifier, ou des fois plus travailler le dessin. Et après même j'ai un grand-père qui était peintre, le grand-père dont je te parlais tout à l'heure, qui était président du club de foot, était peintre aussi. À sa retraite, il s'est mis à la peinture. Il dessinait très bien. Et il faisait de la peinture, il a fait des expos à 7, il est connu un petit peu. Et je regrette une chose, c'est peut-être de ne pas avoir ses peints avec lui. Et de ne pas l'avoir regardé un peu plus. Parce que moi, j'ai toujours appris le dessin en regardant les autres. C'est vrai que je n'ai jamais pris de cours de dessin, mais si je regarde un dessinateur, et dès que j'ai eu l'occasion de rencontrer des dessinateurs qui dessinent des vrais professionnels en vrai, j'allais, rien qu'en les regardant, j'apprenais à le faire. Alors c'est peut-être ça le don,
Parce qu'on dit souvent tu as un don. C'est un don que j'ai bossé comme un chien, mais peut-être j'ai un don, et ce don-là, c'est peut-être celui d'arriver à apprendre en regardant. Et je regrette peut-être de ne pas avoir, maintenant que j'ai envie un peu plus moi d'aller vers la peinture aussi, en vieillissant, de ne pas avoir assez regardé mon grand-père peindre et de ne pas avoir assez peint avec lui. Et ça, c'est un petit regret, à la rigueur. Après, sinon, moi je pars du principe que la vie, si elle est faite comme ça, elle est faite comme ça. Si j'avais fait une école de dessin, j'aurais peut-être pas vu le monde tel que je l'ai vu en étant serveur, et donc avoir eu cette vision des fois un peu cynique, un peu réaliste, mais de la vie et des gens, de l'être humain, et pas idéal des gens. Si j'avais fait une école, peut-être j'aurais été enfermé dans un monde d'artistes, de délire entre artistes, et que j'aurais fait une carrière, mais pas la même, et j'aurais pas le même état d'esprit. Donc je reste toujours... j'ai pas de regrets dans le sens de mon parcours. Je regrette des fois justement de ne pas avoir, des fois malheureusement, peut-être m'être intéressé. J'aurais gagné un peu de temps. Il y a toujours cette histoire de temps. Il y a liberté et le temps depuis le début, je crois, dans cette interview. Mais c'est vrai qu'on est toujours en une course contre le temps quand on est dessinateur, parce qu'on a envie de faire tellement de plein de choses. Et puis que le dessin, c'est quand même assez lent. C'est le seul regret que j'ai. Sinon, j'ai pas de regret. C'est exceptionnel déjà ce que j'ai fait. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir.